9 500 000 milliards de dollars. Énorme. Enfin, le coût d'une fuite de données, c'est 4,4 millions de dollars par fuite de données. Importante. Par contre, dès qu'on commence à être dans le secteur financier, banque assurance, on passe à 5,9 millions de dollars. Quand vous êtes RSSI, quand vous êtes dans le B2B financier, il faut comprendre que dans le B2B financier, c'est des milliards qui sont en jeu. À l'époque, la score, c'était 12,5 milliards de chiffre d'affaires pour 2500 personnes dans le monde. Si je vous fais l'exemple, à ce moment-là, Capgemini, c'était à peu près 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour 200 000 personnes. Je me permettrai de rajouter un petit point. Cette vidéo n'est pas forcément décidée qu'au DSI et au RSSI. La cybersécurité n'est plus aujourd'hui un projet d'informaticien, n'est plus un projet de geek. C'est une réalité d'entreprise. Elle doit également s'adresser aux directions des métiers de la société, de la banque, de l'assurance, ainsi qu'à la direction générale. Puisque ce sont des sujets de risque opérationnel, comme le fait que le bâtiment bancaire, la salle des coffres soit pillée. Si maintenant la plupart de vos comptes bancaires sont informatisés, si on attaque ces ressources-là, on attaque la confiance de la banque. Généralement, vous avez des compensations. Alors, je sais qu'en Europe, les compensations, c'est toutes les 4 heures. Si vous manquez une compensation, c'est 40 millions d'euros l'amende. Je vais prendre l'exemple. Si vous êtes sur du trading, on va parler en secondes. Si vous êtes sur au niveau des chambres de compensation, on va parler en heures. La cybersécurité, oui, c'est une question technique. Il faut comprendre les éléments derrière. Technique à la fois informatique, technique pour parler au métier, c'est-à-dire comprendre les métiers, comprendre les directions générales, mais c'est aussi une question d'humain. Donc, j'ai commencé ma carrière dans le conseil avec CSC Pitt Marwick, qui était l'ancienne division conseil de KPMG. Je suis passé par EY, où j'étais manager. Puis, effectivement, j'ai été RSSI Europe de la SCOR. Voilà, une de nos grandes spécialités, c'est résoudre votre problème. Par exemple, vous avez un backlog de vulnérabilité de plus de 5 ans que personne n'arrive à résoudre parce que les vulnérabilités s'empilent, l'organisation est très complexe. Excellent. Vous avez cité le pilier réseau, etc. Que pensez-vous du pilier DevOps dans la chaîne de sécurité? Alors, sur cette tranche très moderne, en fait, qu'on a vu, on a vu la partie DevOps. Vous avez même vu la partie SecOps. Vous allez voir aussi même le terme DevSecOps. Comme ça, on est bien. Je sais que vous avez été RSSI ou DSI aussi dans des grandes entreprises, dans des grandes structures en Europe. Qu'est-ce qui vous a motivé à quitter cet endroit pour démarrer AGCG? Très bien. Pour une nouvelle banque Greenfield, garder toute la fin de chaîne parce que c'est très intéressant d'avoir ces tests-là et au contraire, c'est de l'argent bien dépensé. Par contre, vraiment, la partie je mets directement en production depuis les devs avec un appui, non. Il faut que ça soit contrôlé par la production dans des environnements séparés. Vous avez le pilier administration système, run des opérations, le pilier base de données, et même parfois le pilier réseau. Pourquoi est-ce qu'il y a de la rigueur avant de la mise en production? C'est justement pour éviter que votre système ait des ennuis, ait des problèmes. C'est aussi votre image. Je vais prendre l'exemple puisqu'on est on va parler après plus tard du secteur banque assurance. J'écris une backdoor. J'écris le fait qu'on va faire des virements directement. Je laisse quelques éléments de test dans mon code qui vont essayer de faire des virements. Parfois c'est pas méchant. Je me souviens qu'on avait eu une fois un problème et une grande alerte de sécurité qui était arrivée. La banque s'est fait voler 100 000 euros. Quand on parle, donc je vais introduire 3 définitions clés. La première, c'est quand on parlait de failover, en fait, c'est ce qu'on appelle de la haute disponibilité. Et là, ça me fait venir une discussion que j'ai eue très récemment avec des collègues concernant le disaster recovery, le failover entre la production et le disaster recovery. Plus votre crise traîne, moins ça va. Voilà, ainsi de suite. Donc ça, faut voir en fonction de votre régulation locale. Donc savoir, en fait, par rapport à connaître vos échelles de perte et savoir combien ça vous coûte. L'école de la cybersécurité, c'est l'école de l'humilité. On n'arrive pas en grande honneur de leçon, on arrive avec des outils, des procédures. Sur les banques, surtout, on a une très très grande connaissance des frameworks de contrôle et surtout sur comment les adapter. Est-ce que j'ai pas construit une super porte blindée et que j'ai payé 100 000 euros, mais qu'à côté le mur c'est du placo, c'est du plâtre, donc qui ne sert à rien. C'est très important d'un point de vue bancaire sur la conformité. Donc dans la cyber, vous avez d'abord la partie gouvernance, risque, conformité. Là, on va être à plus haut niveau. Gouvernance, c'est écrire vos politiques, c'est faire en sorte qu'on ait les bons tableaux de bord. L'intelligence artificielle dans cette infra que vous venez de décrire, le SOC,
Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle est en train d'impacter tous les aspects de tous les métiers. Le SOC, en quoi est-il impacté par l'intelligence artificielle, selon vous? J'invite ici tous les dirigeants, les DSI, les RSSI, mais également la direction générale de se poser 3 questions. Alors, c'est volontairement, c'est volontairement, comment dire, provocateur ce discours. Un peu comme dans les films, on veut donner un peu. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, parce qu'on parle de cybersécurité et comme vous l'avez dit, la plupart des gens pensent que c'est comme à la télé. Je vais utiliser mon joker. Non, on va avoir de nouvelles briques de défense qui vont amener l'IA dans la défense. Mais finalement, ce n'est rien de plus que rajouter des briques technologiques comme on avait déjà fait dans le passé. Au tout départ, c'était les firewalls au niveau réseau. Puis ensuite, on a eu les IDS, IPS. On a eu les web proxy. On a eu les NDR. Quand on commençait à avoir du NDR, en fait, c'était déjà de l'intelligence artificielle, puisque c'était ce qu'on appelait de l'analyse comportementale. Donc, du machine learning. En termes de chiffres, je vais commencer d'un point de vue déjà mondial. Il faut savoir que le coût, de la cybercriminalité, c'est 9500 milliards de dollars par an. Si on le résumait à une économie par rapport à l'échelle des pays, ce serait la 3e économie mondiale derrière les États-Unis et la Chine. Mais on a beaucoup de menaces qu'on voit apparaître, par exemple, par rapport au mobile banking. On se fait attaquer très très fortement sur la disposition des API et autres. Également aussi, on a beaucoup d'attaques sur les parties réseau Swift ou réseau de paiement interbancaire. Le fait de croire que ça y est, j'ai dépensé de l'argent, j'ai plus de problème, c'est une grosse erreur. Et ça coûtera cher plus tard parce que ça crée des angles morts. C'est pareil, on pose la stratégie, on fait l'architecture et on démarre. Quand vous êtes dans la conception, corriger un problème, ça vous coûte 1. Quand vous commencez à réfléchir à l'architecture, vous avez fait vos plans, etc., ça vous coûte 10. Quand vous êtes dans le développement, ça vous coûte 100. Quand vous l'avez mis en production, pour corriger, ça vous coûte 1000. Pensez tous à mettre un like et à partager, mais également aussi, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Un commentaire, un partage, ça ne coûte rien. Salut, c'est Miaka Sissa. Aujourd'hui, nous allons devoir parler d'un sujet qui me passionne personnellement, la cybersécurité. Là, c'est déjà passionnant, mais c'est encore plus passionnant quand c'est exclusif au secteur financier africain. Avec la digitalisation, la tendance à la transformation digitale en cours actuellement en Afrique, on contribue à créer automatiquement un cyberespace beaucoup plus propice et fertile à la cybercriminalité. Aujourd'hui, on va voir comment les entreprises du secteur financier africain peuvent se protéger ou doivent se protéger. Et cette vidéo s'adresse aux directeurs des systèmes d'information, donc les DSI et les RSSI. Et je n'ai pas n'importe qui en face de moi pour parler de ce sujet. J'ai une personne d'autorité, un expert de renommée mondiale. Il est le directeur de AGTG, qui est une grande boîte de consulting en matière de cybersécurité. Donc, je reçois Monsieur Arnaud Godet. Monsieur Arnaud Godet, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue. Bonjour et merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir que d'échanger. Je me permettrai de rajouter un petit point. Cette vidéo n'est pas forcément décidée qu'au DSI et au RSSI. La cybersécurité n'est plus aujourd'hui un projet d'informaticien, n'est plus un projet de geek. C'est une réalité d'entreprise. Elle doit également s'adresser aux directions des métiers de la société, de la banque, de l'assurance, ainsi qu'à la direction générale. Puisque ce sont des sujets de risque opérationnel, comme le fait que le bâtiment bancaire, la salle des coffres soit pillée. Si maintenant la plupart de vos comptes bancaires sont informatisés, si on attaque ces ressources-là, on attaque la confiance de la banque. Je prends toujours cet exemple quand je commence, la différence, on me pose très souvent la question, mais quelle est la différence entre le secteur banque-assurance, donc le secteur financier, et l'industrie? Dans l'industrie, l'outil de production, c'est l'usine. Donc si l'usine a un problème, l'usine brûle, les pièces sont pas là, il y a des grèves, c'est un vrai problème, cœur de métier pour l'entreprise. L'informatique n'est qu'un support finalement à ce cœur de métier. Donc c'est pour ça souvent qu'elle a beaucoup moins de moyens. Dans le secteur financier, donc en banque assurance, l'outil, l'usine, c'est la donnée. Et la donnée, c'est l'informatique. Donc là, c'est un élément d'autant plus essentiel. Puisque pour pouvoir fonctionner aujourd'hui, une banque et une assurance ne peut plus le faire sans informatique. Donc, c'est un enjeu, et justement, c'est aussi pourquoi j'évangélise beaucoup de personnes
pour qu'on arrête de restreindre le sujet au niveau RSSI, DSI, et qu'on aille justement et qu'on réconcilie les directions informatiques et les métiers et la direction générale, puisque ce sont eux, in fine, qui vont porter le risque, puisque c'est un risque métier, pas juste un risque technique, et c'est elles aussi qui vont prendre les décisions, comme pour tout. Dans chaque métier, des fois, on est amené à prendre des risques. On dit, bah oui, on n'est pas parfait sur ce produit-là, mais on va quand même le lancer, le risque est accepté. C'est pareil en cyber. Il ne faut pas la décorer. Donc encore merci de cette invitation. Merci beaucoup pour cet éclaircissement, pour ce rectificatif magistral qui fait déjà l'objet d'une masterclass déjà. Et ça commence bien. Tant mieux dire que je suis très optimiste déjà pour ce que l'auditoire va devoir apprendre aujourd'hui. Alors, nous nous sommes croisés à Brazzaville. Comment se passe votre séjour à Brazzaville? Magnifiquement bien. La ville est extrêmement jolie. J'ai pu faire des rencontres aussi de personnes très très intéressantes. Voilà. Il faut savoir que pour nous, enfin, le choix de Brazzaville, enfin, quand on a voulu s'implanter en Afrique centrale, l'idée à la base est venue d'un de nos associés du cabinet, donc Basili Mitolu, qui nous avait parlé effectivement de l'Afrique centrale à un moment donné où on était en train aussi de s'étendre un petit peu, d'ouvrir d'autres portes en Europe. Ça avait commencé par une réunion, enfin, pour l'anecdote, ça avait commencé par une réunion à 14h. J'avais reçu le matin un petit message me disant Arnaud, j'ai besoin de te voir, je voudrais te parler, est-ce qu'on peut se voir vers 14h? Parce qu'il a vu que j'avais un trou dans mon agenda. Bon, alors, généralement, quand je reçois ce message-là en arrivant le matin à 8h30, c'est deux choses. Soit il y a un gros problème, soit c'est pour parler business. Donc là, j'ai fait, OK, bon, j'avais libéré l'agenda l'après-midi, voilà. Et donc, il arrive et il me parle effectivement de ce projet de l'Afrique centrale. Et une réunion qui devait s'arrêter à 15h, s'est arrêtée à 22h avec un plateau de sushi, à tel point que c'était passionnant. Et étant un enfant du pays, il nous a convaincus qu'effectivement, commencer par Brazzaville, c'était une bonne chose. Donc, on a commencé à prendre du temps à trouver un partenaire local fort, qui est Skytech Congo. Pourquoi est-ce que pour nous c'est important d'avoir un partenaire local? Quand vous faites de la cybersécurité, si vous faites de la cybersécurité uniquement technique, avec des processus que vous allez voir aux USA et en France, ça ne va pas marcher. Pourquoi? La manière de gérer, la manière dont les organisations fonctionnent, la culture locale du pays, la culture business du pays sont différentes entre chaque pays. On n'a pas la même aux États-Unis, en France, qu'à Brazzaville, et même à Kinshasa, il y a des différences. Donc si vous arrivez avec un modèle et que vous voulez le déployer à tout prix qui ne fonctionne pas par rapport à une culture, ce n'est pas bon. Donc la première chose pour nous, c'était de trouver un partenaire local fort sur lequel on pouvait s'appuyer justement pour pouvoir prendre cette dimension locale, cette dimension culturelle, cette dimension contact. Également aussi, vous serez amené, vous le verrez en banque assurance, mais aussi dans d'autres domaines, vous avez des contacts avec des régulateurs. Et vous n'avez pas un seul régulateur guichet unique. Enfin, j'ai très rarement vu des pays où il y avait cette partie-là. Vous avez plusieurs autorités de contrôle. La première que vous allez avoir, il me semble, la DGFIN, ici, c'est-à-dire, enfin, finalement votre régulateur. Vous avez également aussi la directeur de du Banque centrale africaine. Vous allez sûrement avoir bientôt un régulateur sur la protection des données personnelles. Enfin, presque que j'ai compris, la discussion est en cours. Vous avez l'ANSSI, etc. Donc vous avez un panel aussi de régulateurs. Et il faut avoir l'habitude de discuter avec ces gens-là. Les relations de confiance, ça met du temps à s'établir. Donc c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir aussi un partenaire local fort sur ces aspects. Donc on a mis du temps à trouver le bon partenaire. On a commencé à travailler un petit peu à distance avec le partenaire, avec quelques allers-retours entre la France et Brazzaville. Et ce à quoi ensuite on a signé un contrat de partenariat, d'exclusivité entre nous, justement pour nous renforcer, pour nous lier. Après cette découverte l'un et l'autre. Et dans les lancements et la continuité de ce partenariat, nous sommes venus participer au forum Brazzaville Cyber Security, qui est organisé justement par notre partenaire Skytech Congo, auquel nous avions un stand, j'ai fait une keynote, nous avons animé des ateliers, rencontré, échangé, aussi bien avec la force publique, les banques assurances, la partie télécom, énergie, y compris aussi avec les PME, PMI. Alors, qui ont d'autres aspects à gérer. Voilà pourquoi est-ce qu'on a et comment on a commencé l'aventure ici au Congo. Du coup, avez-vous l'habitude des tournées africaines ou bien ça a été une première fois pour s'étendre justement? Est-ce que c'est le point de départ? Est-ce que le Forum Brazza Cyber Security a été le point de départ? Notre point de départ, alors notre point de départ effectivement a été le partenariat. Donc, le forum est un des éléments, mais enfin on avait déjà quand même commencé aussi avant ce forum. Enfin c'est une des grandes étapes, enfin c'est une des grandes premières étapes de lancement. Alors, par contre, au niveau de la région Centrafrique,
C'est comme pour tout. On, on s'établit d'abord localement dans un pays, on démontre et on montre par l'excellence de nos qualités ce que l'on sait faire, que l'on est les bons experts, qu'on n'est pas des gens qui viennent avec des processus qui viennent de l'étranger, qui sont pas du tout adaptés aux réalités du terrain, de fonctionnement, et c'est ensuite comme ça qu'on va pouvoir rayonner. Donc, notre objectif est de s'installer au Congo, donc Brazzaville et Kinshasa dans un premier temps, et de rayonner ensuite sur l'Afrique centrale. Arnaud, pour commencer, j'aimerais que vous nous parlez maintenant un peu de vous. Prenons 1 à 2 minutes. Parlez-nous un peu de vous, d'où vous est venue cette passion cybersécurité et pourquoi ne pas avoir fini. Je sais que vous avez été RSSI ou DSI aussi dans des grandes entreprises, dans des grandes structures en Europe. Qu'est-ce qui vous a motivé à quitter cet endroit pour démarrer AGCG? Qu'est-ce qui vous motive au quotidien? Quelle personne êtes-vous? Quel genre de collaborateur êtes-vous aussi pour vos partenaires? J'aimerais qu'on fasse une série de 2 minutes, 3 minutes sur vous. On veut vous connaître, on veut se connecter émotionnellement à vous. C'est toujours très difficile pour quelqu'un qui fait de la cybersécurité de parler de lui, puisque si jamais je devais dire une chose par rapport à la cybersécurité, vous remarquerez que tous les grands experts sont très humbles. Parce qu'ils savent que le jour où ils se pensent être les meilleurs du monde avec un grand ego, c'est le jour où ils vont plus se rendre compte que les hackers peuvent réussir à trouver des failles dans leur système. Le hacker arrivera toujours à penser différemment, et le jour où vous pensez tout savoir, et où votre ego et vos chevilles enflent trop, c'est le jour où vous n'êtes plus bon et destiné à ce métier. Bon, pour mon parcours, en fait, j'ai eu la chance d'adorer la cybersécurité quand j'étais petit, je devais avoir 12-13 ans. J'ai découvert ça, enfin, au travers de l'image d'Épinal des films et autres. J'ai eu mon premier ordinateur en septembre, c'était pour ma deuxième communion. Et dès décembre, j'avais demandé Visual Basic parce que je voulais apprendre à programmer, comprendre en fait comment ils faisaient dans les films. Et voilà, et ça a commencé comme ça, à manipuler, à trouver. Et donc, pour moi, la cybersécurité est une vraie passion. À l'époque, il faut voir que c'était pas du tout criminalisé, c'était pas non plus, ça n'avait pas non plus le même essor qu'aujourd'hui. J'ai choisi mon école. À l'époque, en France, il n'y en avait vraiment que 2 qui faisaient de la cybersécurité. Il y avait l'EPITA et l'INSA Lyon. L'EPITA était la meilleure et disposait vraiment d'une spécialisation très très forte en cybersécurité. Donc j'ai choisi cette école, je suis sorti et j'ai eu la chance de commencer ma carrière à un moment donné où la cybersécurité a basculé des limbes, des sous-sols oubliés, au fait que ça devenait un sujet d'importance majeure sur lesquels il y avait des risques très importants pour les COMEX. Où on a eu plusieurs COMEX suite à des gros incidents qui se sont fait renvoyer, des cours de bourse qui ont chuté suite à des incidents cyber. Donc d'un seul coup, c'est devenu un sujet un peu à l'oubli, un sujet d'actualité extrêmement fort. Donc j'ai commencé ma carrière dans le conseil avec CSC Pitt Marwick, qui était l'ancienne division conseil de KPMG. Je suis passé par EY, où j'étais manager. Puis effectivement, j'ai été RSSI Europe de la SCOR, donc qui est la plus grosse société de réassurance française, qui à l'époque était le 3e mondial. Voilà. Et donc la question étant, pourquoi est-ce que j'ai arrêté cette partie-là? Tout simplement, puisqu'à l'époque, le groupe Capgemini m'avait offert de pouvoir diriger de très très larges équipes. Voilà. Quand vous êtes RSSI, quand vous êtes dans le B2B financier, il faut comprendre que dans le B2B financier, c'est des milliards qui sont en jeu. À l'époque, la SCOR, c'était 12,5 milliards de chiffre d'affaires pour 2500 personnes dans le monde. Si je vous fais l'exemple, à ce moment-là, Capgemini, c'était à peu près 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour 200 000 personnes. Vous voyez, on voit un petit peu l'écart de mesure en termes de personnes. Donc, ce que j'avais envie, c'était de prendre, en plus d'avoir des grands enjeux, c'était prendre des directions de grandes équipes. Voilà. C'était aussi pour l'avancement de ma carrière. Et au final, à la fin, pourquoi est-ce j'ai créé, mais je n'étais pas le seul, on a créé à plusieurs, parce qu'avec les associés, AGCG, c'est parce que justement, on a vu la limite des autres cabinets de conseil ou des autres sociétés qui fournissent des services informatiques, où pour pouvoir augmenter les personnes, on vous explique que vous avez des budgets contraints, qu'il y a des processus RH très lourds, et donc on formait des jeunes, enfin ils étaient très bien faits, on les rendait très très compétents, et quand on arrivait au niveau du manager, on ne pouvait pas les augmenter suffisamment chaque année, et ça créait un décalage de 20-30 000 euros de salaire, et donc ils partaient. Et le pire, c'est qu'après nous, on devait recruter des nouveaux managers, donc pareil, il faut le temps qu'ils s'adaptent à la société, à la structure, au prix auquel on aurait dû payer nos jeunes qu'on a formés.
Et ça, on a dit plus jamais. La cybersécurité, oui, c'est une question technique. Il faut comprendre les éléments derrière. Technique à la fois informatique, technique pour parler au métier, c'est-à-dire comprendre les métiers, comprendre les directions générales, mais c'est aussi une question d'humains, d'hommes et de femmes qui sont derrière. Et c'est très important pour nous de pouvoir les garder. Voilà, c'était le premier point. Deuxième point, c'est aussi pouvoir de répondre en agilité. Beaucoup de mes clients que j'ai au travers du réseau me contactent parce qu'ils ont un problème. Voilà, une de nos grandes spécialités, c'est résoudre votre problème. Par exemple, vous avez un backlog de vulnérabilités de plus de 5 ans que personne n'arrive à résoudre parce que les vulnérabilités s'empilent, l'organisation est très complexe. Personne ne peut vous le prendre au forfait, personne ne veut vraiment prendre ce genre de projet parce que c'est très compliqué. On arrive dans des situations où on ne sait pas vraiment comment naviguer avec différents corps de métier. Vous êtes dans un autre cabinet ou dans une grosse structure qui fournit des services informatiques. Ben, d'un côté, vous avez le pilier cybersécurité, vous avez le pilier administration système, run des opérations, le pilier base de data, base de données, et même parfois le pilier réseau. Donc là, il faut que les 4 partenaires discutent ensemble, sachant que chacun a ses propres chiffres et que c'est plutôt la guerre entre eux pour le faire, avant de pouvoir répondre aux clients. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas du tout orienté client, on est beaucoup plus orienté sur l'interne. Et la volonté de la GCG, c'est d'être justement moderne, agile, dans nos capacités à justement intervenir chez nos clients pour répondre à leurs problématiques. Excellent. Vous avez cité le pilier réseau, etc. Que pensez-vous du pilier DevOps dans la chaîne de sécurité? Alors, sur cette tranche très moderne, en fait, qu'on a vu, on a vu la partie DevOps, vous avez même vu la partie SecOps, vous allez voir aussi même le terme DevSecOps, comme ça on est bien, on ajoute tout bien. C'est une opportunité pour les entreprises de gagner en rapidité et en agilité. Par contre, plus vous voulez être agile, enfin, et surtout même plus vous voulez être rapide, plus il faut être rigoureux. Faire simplement du DevOps pour dire on va pousser plus vite en production vous amènera de plus grands risques cyber, plus grands risques de failles. Je n'ai pas vérifié tel et tel élément avant, je peux faire tomber ma production. Il ne faut pas oublier que quand vous avez un système de production, pourquoi est-ce qu'il y a de la rigueur avant de la mise en production? C'est justement pour éviter que votre système ait des ennuis, ait des problèmes. C'est aussi votre image. Je vais prendre l'exemple puisqu'on est on va parler après plus tard du secteur banque assurance. Imaginez derrière que j'ai tout le back office derrière les distributeurs automatiques de billets. Très bien, je veux pousser beaucoup plus vite mes éléments et autres. Très bien, je les pousse très très vite. Imaginons que maintenant vous avez, parce que ce que vous avez poussé, il y a un bug, mais on peut plus se retirer d'argent. Très bien, il faut très très vite revenir en arrière, sauf que si vous vous en rendez pas compte tout de suite parce que vous n'avez pas des bonnes chaînes de test ou qu'il y a une faille de sécurité, eh ben, imaginons qu'on puisse plus retirer de l'argent, vous risquez de créer un mouvement de panique, enfin déjà ça va passer à la télévision, aux 20h, ça crée quand même, c'est une news importante, et vous risquez de créer un mouvement de panique qui vont faire que tous les gens vont se précipiter au guichet pour retirer, qui va créer un emballement, ainsi de suite, qui risque même d'écrouler une partie du système financier, non pas que de la banque, mais de l'écosystème local voire régional. Donc ça aussi c'est important. Faut savoir où faire du DevOps, je préfère dire du DevSecOps, intégrer dans la chaîne des éléments qui vont permettre de faire des tests de sécurité, qui vont permettre aussi d'intégrer la sécurité dès le départ dans la conception du projet, pour éviter les écueils, et savoir également aussi où le mettre. Par exemple, je déconseillerais de faire du DevSecOps sur des infrastructures critiques, ou sur des process critiques essentiels qui ont besoin d'une grande stabilité, c'est-à-dire sur lesquels l'utilisateur n'est pas prêt à accepter un bug. Voilà. Si on dérange un petit peu, typiquement, vous êtes Netflix, vous voulez ramener plein de nouvelles fonctionnalités rapidement, que vous ayez une chaîne DevOps ou DevSecOps pour pousser de nouvelles fonctionnalités, imaginons que ça marche pas, vos utilisateurs vont râler un petit peu, mais vous allez revenir très vite en arrière. Votre image ne va pas être écornée. Vous êtes une banque, vous avez mis ça sur vos systèmes critiques pour obtenir les crédits, ou encore pire, pour retirer l'argent, vous avez un impact très fort. Excellent. Et qu'en est-il d'une banque, dans le cadre d'une banque Greenfield? Parce que lorsque vous dites de ne pas mettre du DevOps sur des systèmes critiques, je trouve cela encore plus complexe pour une entreprise qui est déjà installée depuis, qui utilise des vieux systèmes et qui a peut-être une certaine dette technique. Maintenant, dans le cadre d'une banque, par exemple Greenfield, où on a la possibilité justement d'adopter ces process-là dès le début, by design,
Qu'est-ce que vous dites de ça? Alors, là, c'est une très bonne question. Dans les processus et même dans l'outillage qui est fait pour la mise en prod, garder le fait de ces chaînes automatisées de mise en production est une bonne chose. Garder ces systèmes de chaînes de tests avec des tests extrêmement robustes, c'est une bonne chose. Par contre, donc on peut garder toutes ces parties-là qui seront très très bien. Par contre, le bouton de mise en production ne doit pas être fait automatiquement, dans le cas d'une bande graphique, sur vos éléments critiques. Par exemple, si on prend le site visible de la banque, sur toute la structure qui vous donne accès à vos comptes, etc. et autres. Là, je déconseille de le faire. Je pense qu'il y a quand même besoin en fait, de vérification quand même manuelle pour bien s'assurer, puisque là, c'est une image très très importante pour la banque. Par contre, vous gardez toutes vos chaînes de test. Donc en fait, tout ce que vous avez dépensé est une très bonne chose. Par contre, imaginons derrière sur ces valeurs-là, dans votre site, vous allez avoir certains services, je sais pas, connaître l'éventail de mes dépenses, des graphiques, etc. autres, qui vont finalement communiquer avec l'API de votre système cœur. Donc soit c'est vous qui l'avez développé, soit c'est peut-être des tiers. Là oui, vous pouvez utiliser du CCOPS, parce que finalement, quel est le risque si jamais ça marche pas, ça tombe ou une donnée est fausse, ou il y a un petit bug? L'impact sur l'image est beaucoup moins grave que sur le cœur système. Très bien. Pour une nouvelle banque Greenfield, gardez toute la fin de chaîne parce que c'est très intéressant d'avoir ces tests-là et au contraire, c'est de l'argent bien dépensé. Par contre, vraiment, la partie je mets directement en production depuis les devs avec un appui, non. Il faut que ça soit contrôlé par la production dans des environnements séparés. Également aussi, et parce que derrière aussi, donc ça c'est sur la partie juste risque par rapport à l'image. Maintenant, on a un autre risque. Vous avez un développeur, vous embauchez des externes, vous êtes dans du pur DevOps, sans la partie même sec. J'écris une backdoor. J'écris le fait qu'on va faire des virements directement. Je laisse quelques éléments de test dans mon code qui vont essayer de faire des virements. Parfois c'est pas méchant. Je me souviens qu'on avait eu une fois un problème et une grande alerte de sécurité qui était arrivée. La banque s'est fait voler 100 000 euros. Il y a une urgence. Et on regarde, en fait, c'était juste un développeur qui était en train de tester une nouvelle application bancaire dans l'environnement de développement. Enfin, pas du tout. Donc, on était censé avoir dupliqué, etc. Et autres. Et il se trouvait qu'en fait, il y avait une perméabilité. Et donc, il avait mis 100 000 euros dans le nouveau système. Il n'avait pas de RIP, donc il avait rentré le sien pour que ça fonctionne, pour tester. Et c'était tout. C'était pas méchant. Il n'avait pas cherché à voler d'argent. Donc, imaginez maintenant que vous êtes dans la partie DevOps, vous avez laissé comme ça des tests, des codes de bugs, et vous arrivez à transférer. Sans compter une personne malicieuse qui voudrait effectivement infecter le code dès le départ. Donc ça, pour ça que je déconseille de le faire sur le système cœur. Par contre, toute la partie API, etc. annexe, c'est une très bonne chose. C'est une bonne chose et ça montre l'agilité des nouveaux acteurs. Excellent, c'est une très belle approche. J'aime l'approche où il ne faut pas pousser, il ne faut pas automatiser jusqu'au bout, jusqu'au last mile avant la production, parce que justement ça peut créer des problèmes. Et là, ça me fait venir une discussion que j'ai eue très récemment avec des collègues concernant le disaster recovery, le fail-over entre la production et le disaster recovery. J'étais parmi ceux qui faisaient l'avocat du fait que ça ne doit pas aussi être automatique, un peu dans le sens que vous expliquez, parce qu'il peut y avoir des falses positives qui vont faire qu'il y a un basculement qui n'était pas nécessaire. Comment, selon votre expérience, ce cas-là est géré? Par exemple, lorsqu'un site tombe, le mécanisme de failover vers le disaster recovery, comment ça se passe dans un environnement régulé, qui doit être sécurisé comme la banque? Quand on parle, donc je vais introduire 3 définitions clés. La première, c'est, quand on parle de failover, en fait, c'est ce qu'on appelle de la haute disponibilité. Ça, c'est de la bascule automatique. Et oui, c'est très intéressant. Oui, c'est des mécanismes modernes, même plus modernes, c'est des mécanismes qui fonctionnent tout seuls automatiquement. Et au contraire, ceux-là, il faut les laisser automatiques. Ça évite des indisponibilités. Ensuite, dessus, vous avez ce qu'on appelle le Disaster Recovery Plan, ou le DRP, ou le plan de continuité informatique, un plan de secours informatique, qui va faire redémarrer vos systèmes, restaurer vos systèmes. Donc ça, c'est un plan technique. Et au-dessus, vous avez le Business Continuity Plan, le BCP, ou en bon français, le plan de continuité d'activité, et pas informatique, qui lui va faire comment le métier va fonctionner. Donc, je vais vous prendre
l'exemple, imaginons par exemple que vous ayez toute la chaîne derrière vos distributeurs automatiques de billets. Donc normalement, vous avez 2 data centers. Ce qui est intelligent de faire, c'est de dire, j'organise proprement mes distributeurs. Par exemple, dans les banques, on a souvent 2, 3, 4, 5 distributeurs. J'en mets la moitié sur une première chaîne logique qui est dans le premier data center, l'autre moitié dans le deuxième data center. Et par contre, je fais un système redondant avec haute disponibilité pour qu'au cas où un problème arrête sur le data center, j'aille directement sur mon plan de secours, donc en failover, donc en haute disponibilité, sur l'autre data center. Ça, déjà, dans la conception même, dans l'architecture. Ensuite, bien sûr, on va mettre en place des mécanismes pour basculer automatiquement. Donc ça, la haute disponibilité. Ensuite, sur le plan de continuité informatique, il faut se poser les bonnes questions suivantes. C'est quels sont mes processus clés d'un point de vue métier? En quoi l'informatique les soutient? Donc, sur ces aspects-là. Combien ça coûte l'arrêt de ces processus? Alors, quand on est dans l'industrie, on va plutôt parler en jours, 1 jour, 3 jours, 5 jours, enfin, une semaine, 1 mois. Quand on est dans la banque, on va des fois parler en heures, voire des fois même en secondes. Je vais prendre l'exemple, si vous êtes sur du trading, on va parler en secondes. Si vous êtes sur au niveau des chambres de compensation, on va parler en heures. Généralement, vous avez des compensations. Alors, je sais qu'en Europe, les compensations, c'est toutes les 4 heures. Si vous manquez une compensation, c'est 40 millions d'euros l'amende. Donc, autant vous dire que plus votre crise traîne, moins ça va. Voilà, ainsi de suite. Donc ça, faut voir en fonction de votre régulation locale. Donc savoir, en fait, par rapport à connaître vos échelles de perte et savoir combien ça vous coûte. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir avoir la liste des applications que vous allez redémarrer tout de suite. Donc quand vous avez cette liste d'applications à redémarrer tout de suite, donc imaginons que ce plan-là, en fait, de secours, vous le déclenchez, une fois que vous avez vraiment tout perdu, tout est craché, vous allez pouvoir regarder toutes les dépendances techniques. Typiquement, votre application va avoir besoin du réseau. Donc, ce qui dit réseau, vous allez avoir besoin des noms DNS, etc. Donc, en fait, vous allez lister les éléments. Et donc, vous avez toute la brique technique à mettre, l'application, comment je la redémarre. Voilà. Et vous avez vos listes d'applications qui vont se suivre. Ça, c'est votre disaster recovery plan. Maintenant, on va passer à la partie continuité, vraiment d'activité. Business continuity. Un exemple que je prenais souvent, quand j'avais commencé ma carrière, puisque j'avais aussi une partie disaster recovery plan, j'avais souvent des réunions avec tous les métiers, la direction générale, et j'avais toujours les RH qui venaient vers moi, qui disaient, oui, pour nous, les RH, la fonction essentielle, c'est la paye, il faut pas que ça s'arrête, sinon les gens ils vont pas travailler. Très bien, on laisse parler. Donc on sait derrière en fait que c'est quand même, plus vous cherchez de la haute disponibilité, plus vous cherchez à avoir des mécanismes de redondance, plus ça coûte cher. La différence entre le 99,9% de disponibilité et le 99,99% de disponibilité est extrêmement cher. Coûte beaucoup plus cher que les 99,9%. Voilà, faut comprendre ça. Et donc, quand je discutais avec les fonctionnaires, je dis, attendez, on n'est pas forcément obligé de mettre une protection informatique pour que ça puisse redémarrer dans 1 heure ou dans la journée ou dans les 2 jours. À l'époque, bon, maintenant ça a un petit peu changé, mais je disais, rejouer les bordereaux de paiement du mois d'avant. Sauf si jamais vous êtes Manpower ou autre société qui fournissent, des personnes en remplacement, votre masse salariale change peu. Vous avez peu de turnover. Donc, utilisez ces bordereaux de paiement, quitte à ajuster à la main les écarts, etc. et autres, et vous les ajusterez. Mais au moins, vous pourrez continuer à travailler, même 2-3 mois. Alors oui, ça va vous désorganiser, oui, ça va prendre du temps, mais vous pourrez travailler sans problème, sans qu'il y ait de crise au niveau de vos employés, et comme ça prioriser tout ce qui est vraiment vital, qui rapporte de l'argent, ou qui en coûte très très fortement à la société. Donc voilà, donc on peut le faire, voilà, faut vraiment penser ça à 3 échelles. Comment le métier continue de fonctionner sans l'informatique en mode dégradé? Comment ce qui revient du mode dégradé à la partie informatique? Donc maintenant, après, on part sur la partie technique. Comment on restaure techniquement quoi, dans quel ordre? DRP également, on peut aussi mettre dedans la partie de disponibilité, comment se passent les failovers, comment j'organise d'un point de vue métier en avance le fait que j'ai peut-être un data center qui tombe, une partie de chaîne qui tombe, comment je les ai bien répartis pour bien équilibrer la charge. Voilà. Donc du coup, on est dans le contexte africain, le contexte du secteur financier africain aujourd'hui. Comme je l'ai dit, comme vous l'avez aussi dit vous-même, vous avez été au top des grandes entreprises au niveau de l'Union européenne en matière de cybersécurité. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez dans l'Afrique pour vouloir se déployer en Afrique? Est-ce que vous trouvez que les DSI, les RSI, les métiers, les entreprises de façon générale sont en danger et vous avez la solution?
Vous pensez qu'il y a quelque chose qui manque, qui n'est pas assez couvert, et vous vous dites que vous avez la solution, et vous devez venir en Afrique. On veut comprendre cette psychologie. Alors, euh, déjà, comme je disais, l'école de la cybersécurité, c'est l'école de l'humilité. On n'arrive pas en grand donneur de leçons, on arrive avec des outils, des procédures, et justement, essayer de montrer aux décideurs l'intérêt. Et par contre, ça reste aux décideurs de voir si eux, ils voient ou pas de l'intérêt. Parce que, enfin, vous pouvez très bien décider, si vous êtes une banque, de dire, bah non, je blinde pas mes vitres, non, j'ai pas forcément de coffre avec un blindage résistant 45 minutes, c'est peut-être juste une porte qui ferme à clé, pour retenir l'argent. C'est un choix. C'est un choix de la direction. Bon, généralement, ils vont pas le faire. Mais c'est un choix, enfin, qui est pris. Et, quel que soit l'expert, c'est pas à lui de le choisir. C'est lui qui émet des recommandations, et ça reste au niveau de la direction. Maintenant, ce que je vois avec l'Afrique, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire, effectivement, il y a eu du retard, mais il y a une véritable possibilité de sauter les étapes, en étant intelligent et en apprenant des erreurs et des réussites qui se sont passées ailleurs. Donc, ce n'est pas si grave, en fait, pour l'instant, enfin, la partie écart que l'on peut regarder actuellement. Si je devais donner vraiment un grand conseil, je remarque, enfin, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a moins de moyens. Et quand on a moins de moyens, il faut être plus intelligent. Et j'ai quelques fois vu dans ma vie, l'industrie qui pourtant a beaucoup, beaucoup moins de moyens que les banques assurances, avoir un meilleur niveau de sécurité. Pourquoi? Parce que comme ils avaient moins de moyens, ils étaient plus intelligents. Ils travaillaient différemment, et plutôt que de faire ce qu'on appelait de la dépense en profondeur au lieu de la défense en profondeur, c'est-à-dire de se poser les bonnes questions, ils dépensaient. Voilà, on va prendre telle brique, on va prendre telle brique technologique, etc. Non, c'est pas la bonne chose. Moins on a de moyens, plus on doit être intelligent, plus on doit travailler en amont, plus on doit être axé sur la stratégie. Comment je veux faire? Pourquoi? Qu'est-ce que je veux protéger? Et comme ça, finalement, un franc CFA dépensé, c'est un franc CFA utile. C'est ce point-là qu'on amène. Enfin, c'est ce cadre-là. C'est toute cette méthodologie-là qui est pas forcément déployée ailleurs parce que ils ont les moyens, ils peuvent dépenser beaucoup. Quoique maintenant, ça se réduit et on commence à revenir en arrière et à se dire, mais c'est déjà un peu tard puisqu'ils ont pris les mauvaises habitudes de partir comme ça, de dépenser, de dire un problème, boum, un outil, non, un problème, une réflexion, une stratégie. Je remets en cause aussi ce que j'ai fait par le passé. Donc c'est cette méthodologie-là qu'on peut amener, c'est-à-dire finalement être dans la partie stratégie, parce qu'on a la partie stratégie, opération et résilience, si on résume un peu l'offre du cabinet. Dans la partie stratégie, c'est vraiment aider à prendre les bonnes décisions, savoir où on veut aller et comment on veut y aller, qu'est-ce qu'on veut protéger. J'invite ici tous les dirigeants, les DSI, les RSSI, mais également la direction générale de se poser 3 questions. Quels sont les 5, 10 plus grands processus, métiers critiques dans votre société? Quels sont les 5, 10 risques majeurs liés à ces processus-là, ceux qui pourraient vous écrouler? Et la dernière question, si vous deviez retenir que 3 projets cyber à faire sur 2 ans, ça serait lesquels? Essayez de commencer par répondre à ces questions-là. Je vous rassure, si vous allez en Europe, aux USA et autres, il y a beaucoup de grandes entreprises qui ne savent pas y répondre. Parce qu'en fait, ils ne sont plus habitués à ça, ils ont l'argent qui est très grand. Mais si vous êtes capable là-dessus, vous savez que vous dépenserez bien, vous savez qu'au moins vous atteindrez votre niveau. Et ça, je prêche effectivement pour que ça soit appliqué parce que ça serait une véritable opportunité d'avoir une véritable vision africaine où on est centré sur l'efficacité, l'efficience, les résultats, bien dépenser, se poser des questions. Et avec ça, je pense qu'il y a aussi un coup à jouer de redevenir des leaders dans ce domaine de la cybersécurité. Excellent. Je retiens que vous apportez l'optimisation des ressources dans la gestion des problèmes liés à la sécurité du cyberespace, disons à la cybersécurité. C'est ce que je retiens. Alors, ça, c'était sur la partie stratégie. Après, il faut savoir que, ça, c'était pour vraiment la partie stratégie, et c'était le seul conseil que je devais donner, ça serait celui-là. Après, ce qu'on fait également, ce qu'on apporte, on apporte tout le cadre méthodologique. Sur les banques, surtout, on a une très très grande connaissance des frameworks de contrôle, et surtout sur comment les adapter. Maintenant, imaginez, j'arrive avec vous, je vous dis, vous avez déployé COBIT5, COBIT, NIST, CIS20, déjà, choisir quel framework vous convient, et comment le déployer. Parce que si jamais vous le déployez tel quel, donc ce qu'on appelle le déploiement vanilla, sans le modifier, sans l'adapter à votre contexte, vous n'allez pas réussir.
Il n'y a pas une taille suffisante des banques locales pour y arriver. Il n'y a pas les moyens humains, financiers derrière pour le déployer tel quel. Il faut l'adapter. Donc ça déjà aussi, au niveau bancaire, ce qui est très important, c'est votre framework de contrôle. Parce que sinon, vous allez arriver à des méthodologies geeks, on va crier un petit peu plus fort, ou quand vous allez sur votre direction générale, vous allez me dire, j'ai 15 grands projets cyber ou j'ai 15 grandes vulnérabilités à corriger. La direction générale me dire, écoute, j'ai pas le budget pour tout, tiens, t'en corriges 10. Est-ce que c'était les 10 bonnes? Non. Est-ce qu'on a bien mis nos efforts? Non. Est-ce que j'ai pas construit une super porte blindée que j'ai payé 100 000 euros, mais qu'à côté, le mur, c'est du placo, c'est du plâtre. Donc, qui ne sert à rien. C'est très important d'un point de vue bancaire sur la conformité, puisque également, dès que vous allez avoir discuté avec des banques centrales, la Banque centrale d'Afrique centrale, d'autres banques centrales, d'autres partenaires dans d'autres pays, ils vont regarder votre partie conformité. Et c'est ce qui vous assure votre niveau. Donc ça aussi, on est spécialisé dans cette partie-là. Également aussi, ce qu'on fait, c'est le run de vos opérations au quotidien. Donc dans la cyber, vous avez d'abord la partie gouvernance, risque, conformité. Là, on va être à plus haut niveau. Gouvernance, c'est écrire vos politiques, c'est faire en sorte qu'on ait les bons tableaux de bord, qu'on sache ce qui se passe, que tout s'articule bien, qu'on décrit les bons processus à intégrer. Par exemple, comment j'intègre la cybersécurité dans les projets. La partie risque, faire des analyses de risque, connaître vos risques, cartographier les risques, connaître l'état de la menace. Imaginons, je vous donne l'exemple qui a pu se produire en France. La menace étatique, il y a 3-4 ans, elle n'était pas très élevée. Depuis la guerre en Ukraine, la menace étatique s'est relevée. Donc, il faut que je revoie sur tous les aspects sur lesquels j'avais dit que finalement, un attaquant étatique, je le considérais peu. Je dois le considérer. Surtout quand je suis une banque. Puisqu'on sait que s'attaquer au système financier, créer une crise, non seulement déstabilise le pays, donc peut créer des émeutes, etc., mais également impacte ses capacités militaires, puisque je n'ai plus les financements, plus d'éléments pour acheter, et si jamais je n'ai pas une production totale sur mon territoire de mon armement, je ne pourrai plus acheter. Voilà. Donc on a ces aspects-là. On a également donc la partie conformité qu'on vient de voir. Donc une fois que vous avez déployé votre framework de conformité, il faut contrôler régulièrement. Il faut être là en permanence pour le faire. Quand ça va pas, il faut expliquer aux équipes, il faut corriger. Il faut traiter tous les plans d'action, de vulnérabilité, ce qui est apparu dans les audits. Ensuite, on a la partie bien sûr audit, donc fonctionnelle et technique. Et dans la partie opération, on a comment on implante votre SOC, comment on améliore votre SOC. On est même capable de faire tourner votre SOC. Okay, alors le SOC, c'est le Security Operations Center, c'est le cœur, c'est un des cœurs de la cyberdéfense de l'entreprise. Pour donner une image, si jamais on prenait un poste de commandement avec les caméras de sécurité qu'on regarde, c'est ce qui nous permet de détecter comme ça les alertes. Sauf que, au lieu d'avoir une ou deux caméras qui vont ramener quelques images, c'est des centaines de milliers, voire des millions d'événements à traiter par seconde. Donc c'est des outils spécialisés, des règles spécifiques, et voilà, c'est tout un métier derrière. Ça m'amène à poser la question de savoir, l'intelligence artificielle dans cette infra que vous venez de décrire, le SOC, aujourd'hui on a l'intelligence artificielle, et l'intelligence artificielle est en train d'impacter tous les aspects de tous les métiers. Le SOC, en quoi est-il impacté par l'intelligence artificielle, selon vous? Qu'est-ce qui change? Je vais vous dire, quasiment rien. Alors, c'est volontairement, c'est volontairement, comment dire, provocateur ce discours. Ça ne change pas grand-chose. Alors, ça ne change pas grand-chose. En même temps, ça change quelque chose. Depuis qu'il y a les ransomware, depuis qu'on sait que le réseau entier de très très grandes entreprises, au début, pouvait être mis à mal en 2 heures, c'est-à-dire mis vraiment à terre en 2 heures et maintenant même en 1 heure, il a fallu qu'on s'équipe pour avoir de la réponse automatisée. Donc, être capable de réagir très très vite, de manière automatisée, autonome, sans humain, en quelques minutes face à une attaque, parce que si jamais on utilisait les plans classiques pour arriver à répondre en 45 minutes, on se rend compte que si jamais en 1 heure le réseau est complètement à plat, même le temps que vous commenciez à répondre, ça se trouve peut-être qu'une partie déjà de votre système sera mise à plat, vous ne pourrez plus vous y connecter. Donc vous serez dans un emballement continu. Mais ça, par contre, on l'avait déjà en avance de phase. Ce que va amener l'IA offensive, c'est que ça va être capable d'automatiser des attaques et le ticket d'entrée, c'est-à-dire en termes de coût, en termes de connaissances humaines, sera beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Et surtout, une IA, ça se fatigue pas, ça peut y aller en continu alors que vos équipes vont le faire. Donc ça, effectivement, des équipes au niveau du SOC, il va falloir encore veiller sur l'humain, veiller sur l'automatisation, mais ce qu'on avait finalement déjà un peu en place. Par contre, on va avoir de nouvelles briques
de défense qui vont amener l'IA dans la défense. Mais finalement, ce n'est rien de plus que rajouter des briques technologiques comme on avait déjà fait dans le passé. Au tout départ, c'était les firewalls au niveau réseau. Puis ensuite, on a eu les IDS IPS. On a eu les web proxy. On a eu les NDR. Quand on commençait à avoir du NDR, en fait, c'était déjà de l'intelligence artificielle, puisque c'était ce qu'on appelait de l'analyse comportementale. Donc, du machine learning. La partie qu'on appelle UEBA, User Behavior Analysis, Experience Behavior Analysis, c'est pareil de l'analyse comportementale. Voilà. Donc maintenant, on met de l'IA dedans. On a vu aussi quelque chose, on voit maintenant aussi apparaître donc les technologies qu'on appelle de deceptive technologies, qui sont qui sont la version très avancée des pots de miel, donc en iPod en anglais, qui vont créer au travers de l'IA des sous-réseaux et autres pour piéger les criminels à l'intérieur, leur faire croire que c'est de vrais réseaux d'entreprise et regarder leur capacité d'attaque, prendre les signatures de la manière dont ils fonctionnent, tout de suite les remonter au SOC. Mais ça, ce sont des outils qui vont s'intégrer dans le SOC. Mais c'est rien de plus qu'ajouter une nouvelle technologie. On se revoit dans 3 à 4 ans, il va y avoir de nouvelles technologies et c'est une boucle continue. Un peu le concept de honeypot ou de decoy. Ouais, c'est ça. Maintenant, ces outils-là, c'est ce qu'on appelle les outils de déceptive. Exact. Et AGCG, vous êtes aussi éditeur de solutions logicielles pour la cybersécurité ou est-ce que c'est plus du consulting? Est-ce qu'on peut être éclairci sur ce point-là? Alors, on a volontairement fait le choix de ne pas être éditeur. Pourquoi? Parce que justement, on est dans le conseil, conseil dans toutes les strates. Stratégie, conseil classique, intégration, run de solution. Mais si vous voulez conseiller honnêtement, mais qu'en même temps vous avez produit votre logiciel qui vous coûte de l'argent, donc vous devez vendre, c'est pas bon. Vous êtes jugé parti, vous n'êtes plus adogmatique, vous n'êtes plus finalement crédible dans votre discours, puisque vous êtes déjà influencé. Si on veut être pertinent, si on veut être honnête vis-à-vis du client, voilà, on a fait ce choix-là de ne pas développer de solution pour pouvoir dire au client, on vous conseille dans votre intérêt et pas dans notre intérêt. Encore quelque chose sur AGCG. Vous parlez beaucoup d'aventures humaines pour définir AGCG. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que cela représente pour vous? L'aventure, la valeur d'un cabinet est liée à la valeur de ses consultants, à la valeur des hommes et des femmes qui travaillent pour ce cabinet, qui travaillent pour les clients, qui délivrent pour nos clients. Et je pense qu'une société qui ne fait pas attention à cette valeur humaine, à leur progression, à la progression de tout à chacun, à leurs aspirations, aux évolutions, pour moi, n'est pas une bonne société. Puisque ce qui est intéressant aussi quand vous êtes avec des personnes, c'est impossible qu'une seule personne sache tout. Chacun amène sa sensibilité, ses connaissances, ses idées. Typiquement, j'en parlais en début, de venir en Afrique centrale et au Congo, c'est l'idée d'un de nos associés qui est Basile Mitoulou. On vient, on a eu cet aspect parce que justement c'était une rencontre humaine. Et également aussi quand on est avec nos clients, c'est des rencontres humaines. On ne bâtit pas un deal juste pour les 5 minutes et je cherche à tirer toute la couverture sur moi, à prendre tout l'argent possible, quitte à vous poignarder juste après, c'est pas bon. Si on fait quelque chose, c'est sur du long terme. Donc pour faire du long terme, il faut s'intéresser à l'humain, à la fois humain côté client, voilà, des bonnes relations. On fait des choses gagnant-gagnant dans l'intérêt des deux sociétés. On voit si on est le bon partenaire. Ça peut arriver parfois qu'on soit pas forcément le meilleur sur telle et telle technologie, maintenant il y en a tellement, pas de souci. Alors, soit, effectivement, on a la gestion globale du projet et il y a une des petites technologies qu'on maîtrise pas, mais dans ces cas-là, on le communique et on le dit, on a dit, on s'occupe de tout. On a, dans nos réseaux, dans nos contacts, on a même déjà signé avec même d'autres sociétés pour avoir telle expertise ultra pointue où il y en a très peu dans le monde, on les a. On est transparent, on dit, c'est pas nous, ça va être une société, mais on s'occupe de tout, on s'occupe du résultat final. Ou maintenant, là, ça peut arriver, par exemple, peut-être sur certains produits, dire, c'est pas forcément nous, je peux te mettre en contact avec la bonne personne. Ça, c'est le côté humain avec les clients. Côté humain avec nos collaborateurs, ce qui est important, c'est de les faire progresser, qu'ils aient envie de continuer, qu'ils aient l'envie et l'énergie aussi d'être chez les clients et parce qu'un consultant qui est
qui se sent bien dans sa peau, qui est heureux au travail, c'est là où il va être en capacité de bien conseiller. Si jamais vous avez des problèmes avec votre employeur, etc., ça va vous gêner, ça va vous ralentir. Et il faut voir qu'on est dans un monde actuellement où la menace évolue très 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 vite et où la moindre erreur peut coûter très cher. Je vais vous prendre un exemple, puisqu'on va être sur la partie banque assurance. Je vous donne un chiffre. En moyenne, d'après le dernier rapport IBM, une data breach, enfin une fuite de données, pardon, excusez-moi, c'est très souvent avec les termes franglais, j'ai un petit peu de mal, donc je m'excuse, enfin, si jamais dans l'interview j'ai eu quelques défauts, c'est nos anglicismes et notre jargon. Enfin, le coût d'une fuite de données, c'est 4,4 millions de dollars par fuite de données, importante. Par contre, dès qu'on commence à être dans le secteur financier, banque assurance, on passe à 5,9 millions de dollars. Donc on voit à peu près qu'on a 25-40% en plus par fuite de données, par coût de fuite de données au niveau banque assurance. Ce qui montre en fait que les enjeux sont très importants. Et que si jamais on n'a pas forcément les humains qui se sentent bien, etc., c'est là au moment donné où ils vont faire des erreurs. Et une erreur coûte vite cher. Excellent, excellent. C'est beaucoup de soft skills aussi que vous êtes en train d'enseigner. Généralement pour les techs, on est borné sur la tech et vous, de vous concentrer aussi sur l'aspect humain montre aussi votre expérience et votre grandeur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer une anecdote où vous étiez en face, en tant que AGC, vous étiez en face d'une entreprise qui était dans une situation dangereuse, une sorte de story war, et comment vous les avez aidés à s'en sortir? Un peu comme dans les films, on veut donner un peu. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, parce qu'on parle de cybersécurité et comme vous l'avez dit, la plupart des gens pensent que c'est comme à la télé, et donc on vous pose cette question. Est-ce qu'il y a eu une situation vraiment, qu'on peut dire de guerre. Et vous êtes venu, paf, vous avez réglé le problème et voilà, à la James Bond ou à la Jack Bauer. Alors, juste avant de se répondre, je vais rebondir un tout petit peu sur votre remarque précédente. Sur ceux qui aiment la tech, qui aiment bien la tech. Justement, enfin, si vous regardez d'autres sociétés, ce que vous allez faire, c'est que vous adorez la tech. Ensuite, on va vous forcer à passer team leader. Ensuite, on va vous forcer à passer manager pour gagner plus. Oui, mais ce que t'aimes, c'est pas forcément gérer l'humain. T'es pas forcément bon dans la gestion de l'humain. Tout ce qui t'intéresse, c'est la tech. Et l'intérêt aussi qu'on a chez nous, c'est si jamais, par exemple, on a des personnes extrêmement techniques qui n'ont pas forcément de skill pour gérer de l'humain parce que c'est pas forcément ce qui les passionne, ils n'ont pas forcément cette appétence-là. C'est justement leur offrir un cadre de progression, de carrière en interne, un cadre de développement pour qu'ils continuent dans ce domaine, qu'ils deviennent des ultra experts techniques, qu'ils soient au même niveau que des managers et autres, justement, qu'il n'y ait pas de... Ah, je cherche le mot français parce qu'en anglais on parle de discrepancy, enfin d'écart entre les deux. Enfin, qu'il n'y ait pas de problème de ressenti, de recueil dans ces aspects, parce que c'est très très important. Enfin, un expert technique extrêmement compétent dans son domaine vaut autant qu'un manager très compétent aussi. Voilà, il faut pas qu'il y ait d'écart, pas de jalousie et qu'on puisse le faire. Et qu'on n'a pas un associé chez nous qui ne gère aucune équipe, qui est le spécialiste ultra dans plein de domaines très 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 techniques. Et que justement, ça nous permet aussi d'avoir cette voie. Maintenant, la question à la James Bond, etc. et autres, je vais vous décevoir. En fait, non. Si vous demandez déjà aux espions quand ils regardent le film de James Bond, ils rigolent. Enfin, vous avez déjà quelques reportages, vous pourrez regarder dans les différentes télés du monde. Enfin, à chaque fois, des fois, ils passent sur les espions, ils rigolent, ils font pourcentage de réalité, 10%, 20%. Je crois que j'ai même vu ça maintenant sur YouTube. Ils le font. Non, enfin, une crise cyber, vous avez pas tout qui s'envole, les câbles qui brûlent, etc. Non, enfin, vous avez des alertes, des éléments, vous venez avec des ordinateurs, c'est extrêmement technique. Alors, oui, on a été amené en crise cyber à différents niveaux, parce qu'en fait, vous avez différents niveaux dans une gestion de crise. Vous avez géré la crise, en fait, le management de la crise. C'est-à-dire faire en sorte que les décisions qui soient prises par les décideurs, parce que c'est aux décideurs de choisir dans la crise, ils comprennent les éléments techniques. Et là, il faut vraiment créer cette soupape-là. Parce que si jamais vous avez la direction générale qui vient parler au tech, c'est le meilleur moyen d'embrouiller les gens, de créer des problèmes, de créer des difficultés. Voilà. Ensuite, on est aussi intervenu dans ces parties-là sur la partie technique. Ok, il y a un ransomware qui est arrivé, d'accord, ok, c'est un nouveau style, comment, quoi, est-ce qu'on peut avoir vite fait une signature en urgence avec l'éditeur, est-ce qu'on a les bonnes licences, etc. et autres, pour pouvoir le faire. Ça avait été un point essentiel.
dessus. Donc, en fait, quand vous avez une crise, vous avez souvent les 72-96 heures qui sont extrêmement critiques. Vous êtes en train de colmater, enfin, de faire de la contingency, de contenir finalement l'attaque. Ensuite, vous avez toute la sortie post-crise. Comment je restaure, etc. Je sors de la crise. Et surtout après, derrière, c'est aller au-delà. C'est comment je fais en sorte que ça ne se reproduise plus. Quel processus métier je mets en place. Quel framework de contrôle? Parce que si jamais souvent vous avez une crise, c'est que vous n'aviez pas forcément de contrôle. Votre framework de contrôle n'est pas adapté. Est-ce que mon SOC, mes règles et autres étaient bonnes? Est-ce que ma stratégie de défense était bonne? J'y repense. Est-ce que j'ai eu un impact sur le public? Imaginons que vous êtes une grande banque, vous faites pirater des comptes, il y a de l'argent qui est parti, ça c'est su dans la presse, etc. Votre image est impactée. Voilà. En faisant ça, en faisant ces choix, en mettant de l'argent, ça peut être intéressant de se faire certifier. Ça peut être aussi intéressant de dire je communique à l'extérieur ces aspects-là pour regagner la confiance du public. Et ça se décide. Et c'est comme ça que même si on a terminé une crise, on peut sortir encore grandi. Alors oui, ça a été douloureux, oui, ça a coûté de l'argent, mais même l'argent dépensé, même en dépensant des fois un petit peu plus, on peut bien élever son niveau de sécurité. Donc, Arnaud, tu as participé rapidement. On va 2-3 questions sur le forum et tout. Tu as participé à ce forum-là, ce 26 et 27 novembre 2025, au Tour Jumelles de Brazzaville. Si tu devais résumer l'état d'esprit des DSI et des RSSI que tu as rencontrés en un seul mot, lequel serait-ce et pourquoi? Dans quel état d'esprit comment tu les as trouvés par rapport au sujet dont il est question? En un seul mot, je dirais intéressés, puisqu'ils sont intéressés à comprendre, intéressés à échanger. C'est aussi un point important à discuter. Intéressés à comprendre ce qui se fait ailleurs, aussi bien entre eux-mêmes au niveau sectoriel, intéressés aussi à voir aussi ce qui se passe au niveau de la plaque régionale, voire même aussi un petit peu intéressés à ce qui se fait au monde, intéressés au retour d'expérience, intéressés à l'échange, intéressés bien sûr à employer les compétences de DCG pour mettre en œuvre et les aider dans leur défense, bon, en dehors de cette petite boutade et plaisanterie, mais oui, intéressé aussi par le forum, par ce type d'événement, ce qui permet vraiment de se rencontrer, d'échanger, ce qui est très important. En cybersécurité, l'image de la personne qui est tout seul dans son coin ne fonctionne pas. Un RSSI doit discuter avec ses pairs, parce que il a beau être le meilleur du monde, les autres ont vu d'autres choses, ont vu d'autres types d'attaques. Souvent, ce qu'on remarque, c'est que les attaquants attaquent par secteur, commencent à comprendre la logique métier du secteur pour attaquer. Donc, si jamais votre voisin s'est fait attaquer, voilà. Si jamais vous n'avez jamais d'échange avec lui, vous n'aurez pas d'infos. Si jamais vous avez des échanges avec lui, vous aurez des infos. Voire même, vous aurez ce qu'on appelle des IOC, c'est-à-dire des indicateurs de compromission, des signatures spécifiques. Et là, ça vous aidera aussi dans votre défense. Et inversement, il faut savoir aussi rendre ce qu'on fait. Donc c'est pour ça que ce genre d'événement est très important. Également très important aussi pour développer l'écosystème local. Ce que j'espère, c'est que d'ici 5 à 10 ans, au travers des grands projets, puisque je ne peux pas forcément en parler, mais dans le cadre de nos discussions avec les différentes autorités, on sait qu'il y a des projets de développer aussi localement les choses. Et ça, c'est important. C'est important pour le Congo, et c'est important aussi pour la Centrafrique. Ça serait dommage d'avoir humainement, tous les étudiants, tous les jeunes motivés et intelligents qui ne trouvent rien ici et qui doivent s'expatrier. Une fois qu'on s'est expatrié, on sait que malheureusement, il y en a beaucoup qui restent à l'extérieur. Et ça, c'est un vrai manque pour les pays. Voilà, il faut éviter l'hémorragie de la fuite des cerveaux. Quelle est donc la question la plus inquiétante, si je peux me permettre, qu'un DSI t'a posée en off lors de ces 2 jours? Je vais utiliser mon joker. Il n'y a pas de question inquiétante. Enfin, on peut y avoir des questions inquiétantes. On se dirait, est-ce qu'ils ont vraiment saisi on pourrait se dire, est-ce qu'il y a des questions inquiétantes? Est-ce qu'ils ont réellement saisi l'impact et les enjeux? Non. Ils ont saisi qu'il y avait des problèmes, qu'il y avait des difficultés. Donc, il n'y a pas de questions inquiétantes. Ce qui aurait été inquiétant, c'est au contraire qu'ils n'en posent pas. Et ils en ont posé. Donc, je n'ai pas eu de questions inquiétantes. Il y a des situations où on sait qu'elles sont alarmantes. Ils le savent, ou ils n'en ont pas forcément toute la grandeur. Mais justement, c'est aussi ça, le fait de les aider dans ces discussions, dans ces échanges, pour se rendre compte que oui, enfin, le problème peut être même encore plus grand que ce qu'ils croyaient.
ou qui ont commencé à essayer de régler le problème et qui se rendent compte que ça va pas et qu'ils essaient de comprendre pourquoi. Donc ça aussi, ça fait partie des échanges qu'on a lors des forums. Mais ça, c'est pas inquiétant. Au contraire, c'est très très sain. Parce que c'est comme ça qu'on progresse et qu'on avance. Excellent. Quels chiffres statistiques? J'ai aimé quand vous avez donné des statistiques par rapport à la banque finance, le coût engendré par exemple par une brèche ou une fuite de données, data leak. Quels chiffres avez-vous par rapport à la cybersécurité, la cybercriminalité en Afrique centrale précisément, ou même en Afrique de façon générale, pour une entreprise comme AGC qui veut bien aider aussi l'écosystème africain à se sécuriser face aux nouvelles menaces? En termes de chiffres, je vais commencer d'un point de vue déjà mondial. Il faut savoir que le coût de la cybercriminalité, c'est 9500 milliards de dollars par an. Si on le résumait à une économie par rapport à l'échelle des pays, ce serait la troisième économie mondiale derrière les États-Unis et la Chine. 9500 milliards de dollars. Énorme. Ça, c'est le premier chiffre extrêmement important. C'est un vrai business. C'est extrêmement puissant. C'est même plus puissant que des États. Enfin, la France est bien derrière par rapport à ces chiffres-là. Enfin, je prends l'exemple par rapport à mon pays. Donc, il faut arrêter de croire que c'est des geeks dans leur coin avec des capuches. C'est des vraies entreprises. Il y a des vrais métiers. Ils ont chacun leur process, les business lines, les silos. Ils sont très organisés. Donc, c'est une vraie réalité. Le continent africain, actuellement, Afrique centrale, a en moyenne subi, les entreprises africaines subissent en moyenne 60% de plus d'attaques aujourd'hui que la moyenne mondiale. Donc, l'Afrique centrale, c'est fini, on n'est plus une cible. Non, vous êtes une cible privilégiée. Ici en Afrique centrale, on est touché. On est mobilisé. Alors, parfois les attaques sont encore de bas niveau, mais ça s'intensifie, ça s'est intensifié. Ce qui s'est passé, c'est comme pour tout. Les cambrioleurs, s'ils voient que d'un côté, j'ai deux maisons à peu près identiques, il y en a une où il y a plein de portes blindées, plein de systèmes d'alarme, et une autre, ok, il y a un peu moins d'argent dedans, mais la porte n'est pas blindée, il n'y a pas d'alarme, ben on va aller sur l'autre. Et là, c'est ce qu'ils ont fait depuis 2023. Alors, on se rend compte qu'il y a ce basculement important. Ensuite, en termes de chiffres très importants, de chiffres importants, c'est 30% aujourd'hui en Centrafrique des crimes est lié au numérique. Alors, ça comprend aussi dedans les chantages, les scams, les arnaques au sentiment, les arnaques au président, mais ça comprend les attaques cyber, le spam, le phishing, surtout le phishing qui va être alimenté de plus en plus facilement par l'IA. On sait déjà que les attaquants ont entraîné des IA pour faire du phishing, donc extrêmement réaliste. Enfin, même un spécialiste de la cyber peut se faire avoir par ce type de phishing. Enfin, ils sont tellement réalistes aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est justement avoir au dernier moment donné, se dire attends, je suis en train de faire une bêtise. Enfin, en dernier grand chiffre, bon, je l'avais déjà cité en avant-propos et en teaser un petit peu plus tôt, le coût d'une data breach, ça c'est le dernier rapport d'IBM, c'est en moyenne c'est 4,4 millions de dollars. Donc ce qui fait que même quand on sait qu'on a un budget contraint avec des ressources qui sont pas forcément aussi grandes que d'autres collègues dans d'autres pays, ça fait déjà mal. En banque assurance, en spécifique, on passe à 5,9 millions de dollars la fuite de données. Excellent. Et aujourd'hui, tel que vous voyez l'Afrique centrale, la zone CEMAC ou l'Afrique de façon générale, s'il fallait que tout à l'heure, j'ai beaucoup apprécié lorsque vous avez dit que les entreprises doivent être optimisées. Ils doivent essayer de prioriser leurs priorités, si je dois me faire cette tautologie-là. Et en termes disons des menaces, les menaces que vous voyez qu'il faut absolument prioriser au niveau de l'Afrique, de l'Afrique centrale ou de l'Afrique de façon générale. Le top 3, 4, 5 des menaces sur lesquelles vous pensez qu'il faut que les banques s'y intéressent forcément. Est-ce que vous avez une liste ou est-ce que... C'est une bonne question. Euh,
ça fait partie de nos prestations de conseil et c'est important de le regarder et de ne pas le regarder de manière extrêmement générique comme je pourrais le dire, mais le regarder établissement par établissement puisque les réalités sont différentes. À la fois la réalité locale du pays, euh, l'étape concurrentielle, voire même la géopolitique. Tous les pays n'ont pas les mêmes influences dans les différents aspects. Après, oui, on sait toujours qu'on a toujours la grande menace des ransomware qui peut mettre à mal, mais on a beaucoup de menaces qu'on voit apparaître, par exemple, par rapport au mobile banking, où on se fait attaquer très très fortement sur la disposition des API et autres, mais toutes les banques ne le font pas, donc c'est pour ça que c'est important de regarder la menace. Également aussi, on a beaucoup d'attaques sur les parties réseau SWIFT ou réseau de paiement interbancaire. Je crois que c'est le COBAC, si je me souviens bien, pour la Banque Centrale Africaine, qui permet de mettre à disposition un système de paiement équivalent à SWIFT. Donc forcément, vous aurez des attaques dessus, puisque c'est sur ces chaînes-là. Pardon ? Je pense que c'est JMAC. Oui, peut-être. COBAC, c'est le régulateur. Il y a JMAC, oui, mais il y en a... Oui, c'est ça, c'est le régulateur. Ok, c'est JMAC. C'est effectivement... Ces termes-là, parfois, on est en train de les découvrir effectivement aussi, puisque ça fait partie des réalités locales qu'on découvre au fur et à mesure des discussions. C'est vrai que le COBAC est le régulateur qui a quelques discussions en ce moment. Excellent. Et maintenant, on va parler des erreurs. Est-ce qu'il y a un top 3, 4, 5 erreurs vraiment high level que vous constatez que les DSI, que les entreprises au niveau du secteur bancaire, ils prennent pas au sérieux et ils commettent, mais qui vont leur coûter dans les 3 prochaines, 4, 5 prochaines années? La première erreur, c'est de se dire, j'ai un problème, un outil va le résoudre. Un outil, c'est pas magique. Si jamais il n'est pas intégré correctement, pas pensé correctement, ça marchera pas. Vous avez beau prendre le meilleur outil du monde, ça marchera pas. Alors, souvent, quand on écoute le discours commercial des éditeurs, oui, on fait tout, on va tout vous corriger, ça va être merveilleux. Non, c'est faux. Enfin, faut toujours penser sa stratégie. Et ça, le fait de croire que ça y est, j'ai dépensé de l'argent, j'ai plus le problème, c'est une grosse erreur. Et ça coûtera cher plus tard parce que ça crée des angles morts. Première, erreur typique. Deuxième erreur, là, je parle au niveau des RSSI et de la direction générale et des métiers, c'est de ne pas avoir un langage commun métier de discussion. Ça vous coûtera cher. Pourquoi ? Parce que vous perdrez les arbitrages parce que vous ne serez pas capable de comprendre le risque. Je vais prendre un exemple typique. Je vous dis, je vais annoncer au directeur, vous êtes le directeur général, je vous annonce que oui, on a une faille XSS sur le site internet, c'est très grave. Mon directeur général, ok. Et puis on a 15 autres vulnérabilités. Bon, bah tiens, tu sais quoi, j'ai pas le budget, t'en corriges 10 sur les 15 et puis ça sera déjà très bien. Non. Si par contre je vais voir le directeur général et les métiers, je leur dis attendez, voilà. Là, bon, cette faille se nomme faille XSS, mais ça permet de faire croire à une personne qu'on est la banque. Et donc, quand de lui faire se connecter sur un faux site et permettre de lui prendre tout son argent. Sans qu'il se rende compte, et ça sera fait avec nos certificats de sécurité, donc on sera légitime. Et maintenant, en plus, on a une fuite de données il y a quelques années, donc ils ont la liste de quasiment tous nos clients avec leurs emails. Donc ils vont attaquer tous nos clients. Bah là, on passe de oui, bon, ok, ton truc, on va le corriger, on va regarder dans le budget, et puis on va le corriger. Ah, tu me le corriges dans la journée. Ou dans les 2 jours, c'est corrigé. Voilà. Donc ça, c'est une grande erreur, de ne pas parler le langage métier. Voilà, ça fait déjà 2 très grandes erreurs. Et la troisième erreur, c'est, je pourrais dire, de ne pas appliquer nos méthodologies. Quand je dis nos méthodologies, je parle d'un point de vue cyber, c'est-à-dire de penser d'abord stratégie, puis tactique. Pourquoi je le fais ? Qu'est-ce que je veux faire ? Où est-ce que je veux concrètement aller ? Se poser les bonnes questions. Vouloir démarrer trop vite tout de suite pour montrer, oui, regardez, chef, on est pertinent, on l'a mis en place rapidement. Oui, très bien. Tu m'as construit un bagalo, moi ce que je voulais c'était un immeuble. Enfin, c'est pareil, on pose la stratégie, on fait l'architecture et on démarre. Ça sera toujours plus rapide que de réajuster la trajectoire en permanence qui coûte beaucoup d'argent et produit de résultats qui sont moins bons. Excellent. J'ai l'impression d'être à l'université Paris-Sorbonne, même si j'y ai jamais été. Ok. Alors, il y a un terme que tu utilises souvent, dette cyber, hein, dette cyber invisible. Je veux que tu expliques à un DSI qui nous regarde combien d'intérêts est-il en train de payer sans le savoir. Je vais prendre un exemple simple, c'est l'équivalent de la dette technique.
Alors, c'est des chiffres de grandeur qui avaient été donnés, je ne me rappelle plus qui les avait sortis, qui en a la paternité, mais on va les retrouver principalement sur Internet. Quand vous êtes dans la conception, corriger un problème, ça vous coûte 1. Quand vous commencez à réfléchir à l'architecture, vous avez fait vos plans, etc., ça vous coûte 10. Quand vous êtes dans le développement, ça vous coûte 100. Quand vous l'avez mis en production, pour corriger, ça vous coûte 1000. Voilà. Donc cette dette, on voit comment elle s'accumule parce que des fois, on veut aller trop vite. Ne pas écouter, ne pas le faire. Alors, pour résumer, je peux citer un exemple typique de grand problème qui est arrivé sur du concret et du réel en physique. Ouais, il a été construit en Chine, certains immeubles, et ils ont voulu les construire très très vite, c'est une époque en fait où ils se développaient beaucoup, et dans une des constructions, ils avaient oublié d'intégrer les toilettes dans des immeubles. La conclusion, ils ont dû mettre à côté, remettre des préfabriqués avec les toilettes. Donc je vous laisse imaginer, si jamais vous êtes pressé ou que vous avez des problèmes gastriques, le fait de devoir descendre par les ascenseurs pour essayer de rejoindre les toilettes à l'extérieur. Ça marche pas. Et donc, à la conception, quand vous étiez dans les plans d'architecture, dans la définition des choses, ça vous coûtait pas grand chose de mettre les tuyaux. Là, de devoir les remettre, de devoir recasser une fois que l'immeuble était prêt, c'était pas possible. Ça coûtait beaucoup trop cher. Donc on a cette problématique technique de ne pas l'avoir intégré suffisamment tôt, la cybersécurité. Ensuite, la dette technique se fait quand on accumule les choses et on veut aller beaucoup plus vite et on ne respecte pas les processus de sécurité. Et là, on accumule les vulnérabilités, on accumule les frameworks, la non-maîtrise, et c'est là où on perd aussi la maîtrise technique des choses. À partir du moment où vous commencez à perdre la maîtrise technique des choses, vous perdez aussi d'autant plus la maîtrise sécurité. Et ça sera d'autant plus difficile après d'arriver à récupérer. Non, quand on parle effectivement des réalités locales, c'est important en fait aussi de le saisir. Typiquement aujourd'hui, vous êtes une banque, vous êtes une assurance, vous devez avoir un dispositif de réponse rapide en cas d'attaque cybersécurité. Vous savez, enfin, en France, enfin, dans d'autres pays, vous pouvez vous dire, c'est bon, je peux reprendre directement depuis n'importe où avec un PC dans ces actions-là. Là, imaginons qu'aujourd'hui, on soit en situation de crise et que je dois me connecter, intervenir sur des systèmes, ou des équipes doivent intervenir sur les systèmes. Je sais que j'ai un temps de latence à partir du moment où ils démarrent pour les faire revenir très très vite sur site pour éviter les problèmes de coupure électrique, mais également de coupure internet que vous pouvez avoir de débit qui vont vous gêner dans votre défense, qui peuvent vous faire perdre la main. Donc ça veut dire aussi, c'est ça aussi s'adapter aux réalités locales. Voilà. Donc comment parfois certains petits problèmes amènent aussi à tirer des bonnes leçons et des actions à faire. Excellent. Vous avez parlé de la fraude au président. Ça a évolué avec les deepfakes, etc. Comment aujourd'hui un employé peut s'y prendre? Comment va-t-il se rassurer de toujours faire confiance à un appel téléphonique qui prétend être un appel avec son PDG? Il y a plusieurs choses sur ces aspects-là. Premièrement, il y a un aspect organisationnel. Ne jamais laisser une des fonctions critiques qui va manipuler de l'argent ou faire les virements être seul. Toujours une vérification à deux. Puisque comment ça marche la fraude au président? C'est, on vous appelle en se faisant passer pour le président. Donc avant, ça marche aussi avec la voix, enfin c'était important. Et on va vous mettre de la pression. Et on va vous dire, attendez, je t'envoie lui pour gérer l'opération à côté, et lui va vous libérer. Donc ça fait un mécanisme psychologique dessus. Surtout, si jamais vous avez un patron qui est très fort, très pressant, qui est connu pour être très très exigeant. Donc là, ça marchera d'autant plus. Donc là, il y a une première partie, c'est processus, c'est la structure, c'est l'organisation qui vous défend. Il y a une deuxième partie, pour le faire, c'est la formation. C'est quand on va faire de la sensibilisation cybersécurité pour les entreprises. Oui, on sensibilise tout le monde, le phishing, etc. Mais on a des formations spécifiques pour les comptables, en disant, regardez, voilà ce qui s'est passé, voilà les appels, voilà comment fonctionne l'IFEC, voilà pourquoi ils se sont fait avoir, en transparence. Et c'est spécifique aux comptables, à ceux qui vont manipuler l'argent, ceux qui peuvent être justement liés à la fraude au président. Également, la fraude, vous allez avoir au faux loyer. Vous payez, vous êtes une grande structure, vous avez sûrement un siège social, vous allez payer cher votre siège social. Je vous appelle, je vous dis, il faut changer le RIB du siège social au système comptable. Ça va marcher. Voilà, il y a tous ces aspects-là à prendre en compte. Et enfin, il y a aussi la sensibilisation. Enfin, on ne sensibilise pas de la même façon aussi un COMEX. Parce que c'est pas les mêmes risques. C'est pas les mêmes enjeux. Alors oui, il y a le phishing classique, tout va, tout venant. Mais on va les cibler spécifiquement pour leur faire certaines actions. Donc, voilà comment on aide sur ces parties-là à le faire. Et si je peux donner un conseil à chacun, c'est réfléchissez. Pourquoi mon président m'a demandé ça? Ok, très bien, mon président m'a demandé ça. Attends, 2 secondes avant de le faire. J'envoie un mail au président,
ou à mon grand chef en disant même si c'est une opération secrète, je viens d'avoir une communication avec le président, je voudrais juste avoir sa confirmation, est-ce que tu peux le contacter et vérifier? On parle pas de l'opération, surtout si c'était une opération secrète. Mais on lui demande de confirmer et d'appeler le président et on fait rien avant d'avoir ce retour par mail. Bah déjà, ça va permettre de le faire. Et ça va montrer que vous êtes vigilant. Dans le pire des cas, le président se dira, bon, bah, au moins il a été vigilant par rapport à l'entreprise. Donc il vous en voudra pas. Donc, toujours penser différemment. Même si on est sous pression, ne pas agir tout de suite. Prendre le temps de réfléchir, poser les choses et avoir la confirmation par un moyen qu'on maîtrise. Pas par l'autre. Qui veut dire, je te donne mon numéro perso. S'allume. Donc voilà. Donc bah maintenant on voit ce que c'est que la bascule aux disponibilités qui n'était pas le cas. Donc là on est en ordre de secours. Bravo, bravo. Le business continuity, on ne peut pas continuer sur le moyen informatique. Donc allez courir chercher une autre prise et une autre position. Exactement. Donc bravo. Alors moi je vais poser trois autres questions. Après je vais vous laisser faire votre présentation, ce que vous nous avez gardé, le clou du spectacle, votre PowerPoint que vous allez présenter, et après on va conclure. Donc la première question que je vais vous poser, c'est quel est votre hacker préféré? Est-ce que vous avez un hacker préféré, quelqu'un dans la vraie vie qui vous inspire beaucoup et peut-être qui écrit des livres que vous lisez? Alors, hacker préféré, c'est très 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 difficile. Beaucoup vous diront Kevin Mitnick parce que ça a été un des plus connus, qui faisait beaucoup de social engineering, qui avait commencé à mettre des attaques et qui a écrit des livres après coup. Et je dirais que finalement le hacker préféré, c'est celui qu'on trouve en chacun de nous et que je trouve en chacun des collaborateurs et des gens que je croise, parce que c'est toujours intéressant la manière dont ils pensent aussi le détournement des systèmes. Voilà. Après, dans les personnes qui vont nous inspirer, on peut en avoir plusieurs qui sont inspirantes, pas forcément qui auront écrit des livres. On va beaucoup plus les rencontrer lors d'événements, on va en parler du forum Cybersecurity ou d'autres forums. C'est à ce moment-là que vous allez rencontrer ces personnes et c'est au travers de vos différentes rencontres que vous allez progresser. Très bien. Et est-ce que vous avez des ressources fétiches? Peut-être des livres dont vous vous séparez jamais, votre top 3 des meilleurs livres en cybersécurité. Y a-t-il des ressources comme ça? Enfin, non, enfin, il y en a pas vraiment pour l'instant, puisqu'en fait c'est quelque chose qui est très très mouvant, qui évolue très très vite. Si je reprends un de mes premiers livres que j'avais eu maintenant il y a quasiment 20 ans, même plus de 20 ans, c'était Halt au Linux Hacker. Vous le reprenez aujourd'hui, vous rigolez. Et pourtant, quand j'étais plus jeune, quand j'étais au collège, je peux vous dire que je l'ai lu et relu et dévoré. Mais voilà, aujourd'hui, il est complètement dépassé. Ce qui est important en cybersécurité, c'est pas en fait de relire les choses. C'est toujours évoluer, progresser. Vous allez retrouver de la littérature en livre, mais vous trouverez aussi beaucoup sur Internet de livres blancs. Je vais me permettre, je suis désolé, je vais faire un peu de pub, mais récemment, pour le forum, on a diffusé le livre blanc sur la sécurité des SOC. Comment créer un SOC vivant. D'ailleurs, je vous invite à aller sur notre site internet et le lire. C'est intéressant, puisque ce n'est pas seulement de dire le SOC n'est pas une question d'outils, mais également comment on met en place des boucles d'amélioration continue, comment on met en place tous les processus, la stratégie, avant de mettre quelque chose. Et donc, bien finalement dépenser son argent dans la façon de faire. Donc, je n'ai pas de livre préféré, par contre, toutes les semaines, je regarde ce qui se passe, je refais l'équivalent d'une petite revue de presse pour moi-même, même des collaborateurs qui m'envoient des fois des articles, on se partage des articles, et également lire des livres blancs. Faut pas juste relire la même chose. Du coup, quels sont le top 5 des ressources que vous lisez, les news donc, les news sur la cybersécurité, le top 5 des ressources que vous pouvez pas vous permettre de ne pas consulter chaque matin ou chaque semaine? Alors, chaque matin, c'est toujours un petit peu difficile, puisque généralement, en fait, vous le faites quand vous avez un petit peu de temps. Donc, pour ceux des fois qui prennent les transports en commun ou la voiture, vous pouvez le faire un petit peu à ce moment-là, mais c'est pas forcément simple. Je dirais dans le top 5 à ne pas rater, on va à partir de lundi prochain, ça a été décidé, acté, on va diffuser une revue de presse qui vont se baser, hebdomadaire, qui va justement
relayer les grandes activités de la semaine, les 4-5 grandes activités, les news à ne pas manquer. Donc déjà ça va vous aider. Cette revue de presse-là, justement, c'était une très très bonne question, puisque j'avais eu beaucoup cette discussion aussi avec d'autres, dans d'autres forums et dans ce forum-ci, on disait, mais enfin, on peut pas tout lire, c'est pas possible. Et même moi, je peux pas tout lire. Donc, ce qui se passe, c'est qu'avec nos collaborateurs, on se partage un peu les articles et chacun faisait un petit peu de choses. Donc là, nous, on va mettre ça à disposition en disant, allez, j'ai 5 minutes, j'ai 10 minutes pour lire un peu plus profondément la revue de presse avec l'analyse qui est faite par AGCG. Parce que jamais je vous dis juste aller voir l'article, chaque article c'est 10 minutes, vous ne pourrez pas humainement le lire. Donc on fait ça on va faire ça format LinkedIn, format carousel, vous pouvez lire en 3-4 minutes. Et format plus long sur notre site, donc pareil, via le post LinkedIn, vous pourrez consulter cette revue de presse et lire aussi l'analyse qui est faite derrière. Donc ça vous aidera. Donc, première ressource à ne pas manquer, on vient de la créer pour tout le monde, donc profitez-en. C'est gratuit, c'est pas payant, et pourtant ça a beaucoup de valeur. La deuxième chose à ne pas manquer, regardez les alertes de votre CERT national. Alors, même s'il n'est pas encore créé, vous avez d'autres grands CERT pour l'instant qui vont émettre des alertes. Eux, ils sont plus proches de l'action. Ça, c'est vraiment la ressource aussi à ne pas manquer pour être prêt, pour connaître la menace et surtout quand elle va évoluer. Quels indicateurs et surtout réagir très très vite par rapport à ces parties-là. Ensuite, après, je dirais, c'est par rapport à vos appétences, par rapport à votre métier dans la cyber. Où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes plutôt technique? Est-ce que vous êtes plutôt manager? Est-ce que vous êtes plutôt dans l'IM? Est-ce que vous êtes plutôt dans la GRC? Etc. Adaptez vos listes de lecture. Échangez avec vos pairs parce qu'eux aussi, ils ont d'autres listes de lecture. Voilà. Excellent. On va consolider tout ça avec une dernière question. J'aimerais que vous partiez de là où vous êtes, avec toute l'expérience que vous avez et tout. Vous allez reparler à vous-même à l'âge de 12 ans. Si vous vous reparlez, quel chemin allez-vous prendre pour apprendre la cybersécurité peut-être beaucoup plus rapidement et devenir peut-être plus que ce que vous êtes aujourd'hui? C'est une très très bonne question et je vais vous choquer. Si je devrais changer quelque chose, je ne changerais rien. Pourquoi? Parce que, il n'y a pas un seul parcours en cyber qui se ressemble. Si jamais on voulait formater tout le monde de la même façon, prendre des raccourcis, c'était pas comme ça qu'on le fait. En fait, à chaque étape, à chaque même chemin sur lequel on s'est perdu, à chaque impasse, on a ramené une petite pierre avec nous. Et c'est à partir de ça qu'on s'est construit. Ce qui fait la force quand vous discutez avec des équipes cyber, c'est leur expérience diverse et variée qui va faire que votre équipe fonctionne, voit différemment, est capable d'embrasser toutes les choses. Si jamais vous venez tous de la même école, même endroit, même ville, c'est pas bon. Enfin, sauf si vous êtes 2-3, mais si vous êtes une équipe de 10-20, ce n'est pas bon. Vous n'avez pas justement cette diversité, cette pluralité. Ce qu'on voit souvent, on a vu beaucoup de gens arriver à la cyber par du reskilling. D'abord, ils ont administrateur système, réseau, etc. Si on prend le cas de notre associé Basile Mitoulou, que j'ai cité tout à l'heure, à la base, c'est un administrateur système, architecte, etc. et qui est venu dans la cyber au travers de la partie SecOps. Mais toute son expérience d'avant, elle n'est pas achetée, bien au contraire. Quand il faut discuter avec des ingénieurs système, quand il faut être sur des grands dispositifs SecOps, donc sécurité opérationnelle, sécurité des opérations, il a justement ce background, ce passif, et donc il est beaucoup plus rapide à discuter. Il comprend bien mieux leurs problématiques en disant non, là ce qu'on propose, oui c'est très bien, c'était très joli sur le papier, mais ça marche pas opérationnellement, pour telle et telle raison. Donc c'est ça qui est très intéressant en cyber, c'est que peu importe votre parcours, vous y arriverez. Alors après, il y a toujours des grandes lignes à prendre en compte. C'est ce que j'ai aimé quand j'avais 12 ans, c'est j'ai été passionné de cyber, j'ai exploré plein de choses. Enfin, on appelait à l'époque le cracking, comment on cassait des logiciels, comment on rentrait dedans, comment on rajoutait des fonctionnalités pour faire ce qu'on voulait. J'ai testé le hacking, comment s'attaquer sur des sites, comment s'attaquer sur les systèmes. Après, par contre, j'ai fait une école d'ingénieur, donc ça aussi c'est important. Par contre, c'est bien penser votre formation, parce que ça va vous structurer l'esprit. Une école d'ingénieur va vous structurer l'esprit à résoudre des problèmes, à penser, à appliquer une méthode et un plan. Si vous allez faire sur des études universitaires, vous allez plus être dans la recherche, de dire, ok, par rapport à tel sujet, comment j'ai une vision holistique du sujet. Donc la formation d'esprit n'est pas la même. En fonction du métier qu'on vise, il faut choisir celle qu'on veut. On peut aller après dans une école de commerce, on va plus apprendre le management. Voilà. Donc toutes ces phases-là peuvent amener à la cyber, mais par contre le formatage de l'esprit lié à l'école est important aussi dans ce qu'on veut faire. Moi j'avoue que
toujours un peu un côté geek, donc j'ai bien aimé effectivement la partie ingénieur qui m'a appris à prendre de la hauteur, de la vision. Pas que sur la partie technique, mais vraiment embrasser toutes les couches. Et après, derrière, continuer à se former en permanence. À l'issue de mes études à l'EPITA, plusieurs années plus tard, j'ai fait un master spécialité à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice pour justement mieux comprendre aussi toutes ces imbrications avec les autorités, les institutionnels et autres quand on subit des attaques. Parce qu'on n'est pas tout seul, parce qu'il y a des problématiques de souveraineté dans ces aspects-là. Et enfin, être toujours en curiosité, apprendre. Et au final, aujourd'hui encore, vous verrez en cyber, plus rare ailleurs, on peut encore avoir des autodidactes qui seront très très bons parce que justement, ils ont un parcours extraordinaire. Et si je devais donner un conseil aux jeunes d'aujourd'hui, c'est intéressez-vous, soyez curieux, testez d'abord. Alors, dans la légalité, puisque maintenant vous avez la chance d'avoir des CTF, des sites comme RootMe et autres qui vont vous faciliter les choses, c'est légal, ça vous permet d'apprendre, parce que à l'époque, nous, on n'avait pas. Hein. C'est-à-dire que nous, on montait ça sur nos propres PC, sur nos laboratoires qu'on faisait tourner chez nous, voilà. Là, vous avez la chance de l'avoir gratuitement mis à disposition. Donc, entraînez-vous, amusez-vous là-dessus, soyez curieux, explorez. Choisissez une école qui va vous former, renseignez-vous sur vos écoles locales, qui vont vous aider à comprendre, à mieux savoir. Renseignez-vous surtout auprès des anciens qui sont sortis de ces écoles, voir où ils sont allés, quel poste ils occupent, puisque c'est ça aussi les postes que vous allez ou pas occuper derrière. Excellent. Il me semble que vous avez une présentation à faire. Je pense qu'il est temps pour qu'on puisse conclure rapidement. Masterclass. Alors, je vais vous présenter rapidement notre offre, sachant que dans toutes ces présentations, je ne vais pas pouvoir faire une présentation holistique parce qu'il faudrait des heures et des heures, et surtout il faudrait l'adapter au contexte. Bon, AGCG, je l'ai dit, c'est la volonté finalement d'être au centre de l'humain. Pourquoi ? Parce que ça permet pour nous d'avoir les meilleurs experts et surtout qu'ils ont un environnement où ils se sentent bien et ils sont en capacité justement de déployer toute leur expertise, tout leur savoir-faire et de grandir, d'évoluer. C'est également aussi un deuxième axe, c'était être centré vers nos clients, leurs problématiques, plutôt que d'être centré dans la politique du cabinet. Voilà. Et on est capable d'amener des actions pour répondre concrètement à ce qu'ils veulent, à ce qu'ils attendent. Au forfait, c'est-à-dire que vous nous payez tant pour résoudre tel problème, ou en ce qu'on appelle time and materials, c'est-à-dire vous nous payez à la journée au temps réel passé. Et finalement aussi d'être en capacité de créer des choses extrêmement souples, puisque derrière HCZ, en fait, c'est un réseau, il y a la partie cyber, mais aussi après, il y a toute la partie IT, qui est dans une autre structure, mais qui est rattachée, qui permet d'avoir des opérations comme tout ce qui va être administration système, base de données, etc. Voilà. Et ça permet effectivement pour nous d'avoir cette souplesse, cette agilité pour répondre rapidement. Parce que la grande différence quand on a vu arriver, c'est qu'il y a 5 ans encore, on pouvait se permettre des fois d'attendre 1 ou 2 mois, 3 mois avant de lancer un projet. Maintenant, souvent, quand on a la demande du client, il faut que ça démarre dans 15 jours. Donc ça, il faut être extrêmement habile. Après, on va passer sur cet aspect-là. Notre offre, je pourrais dire, s'articule autour de 6 grands piliers. La première, c'est finalement définir votre stratégie cyber pour répondre à vos métiers, vos risques, votre direction générale. Ramener la maîtrise de la cyber et les choix de la cyber, non plus au niveau de la cyber ou au niveau de la DSI, mais au niveau de la direction générale, au niveau des métiers. Parce que, c'est là qu'est l'argent, c'est là où sont les processus vitaux des entreprises. On a une offre spécifique sur les fusions-acquisitions. J'ai beaucoup travaillé, moi, dans le passé, sur cette partie fusion-acquisition. Ce sont des temps très courts, c'est des aspects très techniques, surtout même si vous qui travaillez dans le milieu de la finance, c'est des aspects très particuliers avec les due diligence, avec des aspects de droit, des aspects techniques, des aspects de temps contraint, et surtout après des stratégies des plans une fois que la fusion s'est faite en protection. Donc sur ces aspects-là, en fusion-acquisition, si jamais vous avez des besoins, vraiment contactez-nous. Nous avons une expertise très très forte, et là, il faut en discuter vraiment cas par cas, parce qu'en fonction de la fusion que vous allez faire, si vous êtes en carve-out, où est-ce que vous en êtes dans les étapes de négociation, etc., c'est important, et il faut vraiment choisir la partie adaptée. Ensuite, on a le management de la cyber au quotidien. Là, c'est là où on va vous gérer votre partie gouvernance, risque, conformité. C'est également là où on va vous gérer votre partie SecOps. Vraiment on conçoit de comment doit être votre cellule SecOps, on reskill ce qui existe déjà
on transforme peut-être vos équipes pour faire du SecOps à on peut faire nous aussi votre SecOps. On fait du training, du coaching, etc. Et on le fait également pour la partie SOC. La partie SOC, on peut mettre en place, on peut transformer votre SOC pour être un SOC vivant, on peut construire votre SOC, parce que parfois beaucoup de sociétés n'ont pas de SOC, et ça c'est très important en banque assurance. Si vous n'avez pas de SOC, autant dire que vous n'avez pas vraiment de cyberdéfense. Enfin, une cyberdéfense très très faible, qui fait que dès que vous allez parler à d'autres acteurs, vous n'allez pas forcément être pris au sérieux. Donc ça c'est un point important. Comment on construit votre SOC? Avec quels éléments? Est-ce qu'on part sur un SOC un peu souverain? Est-ce qu'on prend des licences toutes faites? Est-ce qu'on va partir sur de l'open source, etc. Ça, c'est des aspects à prendre en compte dans ces aspects-là. Et surtout derrière, comment je le pilote, comment je le fais tourner. On a parlé du SOC, donc du SOC, tout à l'heure dans l'interview. Il faut se rendre compte que pour faire tourner un SOC en 24/7, ça veut dire qu'au minimum, vous avez une vingtaine de personnes. Si je m'amène dans les réalités locales, là ici qu'on a à Brazzaville, ça marche pas. Enfin, une équipe dans la partie cyber de 20 personnes, c'est même parfois plus gros que plusieurs DSI. Donc là, il faudra peut-être passer par des prestataires externes qui, eux, ont cette capacité à faire. Qui, eux, ont cette capacité à faire du mutualisé. Mais ça aussi, c'est un choix, et un choix conscient qui doit se faire avec la direction. Et là, hop, on en revient à la partie stratégie. Quatrième grand axe, tout ce qui est formation, reconversion holistique à la cyber. La ressource cyber ou les personnes qui sont capables de faire de la cybersécurité sont rares. On l'a bien vu aussi à Brazzaville, il n'y a pas tant de ressources que ça pour le faire. Donc, effectivement, faire venir des experts à chaque fois internationaux, ça coûte cher, ça prend du temps, et à un moment donné, il faut aussi le pérenniser en interne. Voilà. C'est là, en fait, où on intervient. Une personne, par exemple, qui a fait de l'administration système, peut tout à fait partir dans les opérations de sécurité. Il faut juste le former et le reconvertir. Et ça, c'est quelque chose qui se fait, qui peut se faire sur certaines fonctions sur 2 mois, d'autres, ça va prendre 1 an, dans différentes fonctions, et sur lesquelles, en fait, après, derrière, on fait du coaching tout au long de l'année ou pendant les 2 premières années. Ça, c'est quelque chose qu'on fait et qui permet aux gens de monter rapidement une équipe cyber aussi à partir d'autres qui, très souvent, même étaient dans la banque, dans une structure, et vont connaître tous les processus internes de la structure. C'est-à-dire que même s'ils n'ont pas forcément le même niveau cyber qu'un très grand expert à côté, ils connaîtront tous les processus de la banque et seront souvent parfois même plus efficaces que le plus grand des experts qu'on aura fait venir pour quelques jours. 5e grand axe, on en a parlé, c'est un petit peu dans les anecdotes, c'est apporter des solutions à vos enjeux et vos problèmes cyber. Je vais prendre un exemple. Il y a quelque temps, une grande société dans le luxe nous a dit « J'ai un backlog de vulnérabilité qui date de 5 ans. Je te dis pas pourquoi, mais il faut ça soit résolu dans 6 mois et j'ai tant de budget. Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Généralement, quand vous avez un backlog comme ça de 5 ans de vulnérabilité, c'est que les vulnérabilités les plus simples ont été corrigées, c'est que vous avez toutes les vulnérabilités à problème, liées à des problèmes d'organisation, à des problèmes techniques, à des problèmes de partage également aussi, avec on ne sait pas qui entre nous, ou entre l'infogéreur, entre l'éditeur, voire parfois entre l'équipe de support de l'application qui doit corriger quoi. Et là, il faut détricoter. Ça, vous avez un problème comme ça. Vous ne savez pas traiter l'ensemble de vulnérabilités. Vous devez mettre en place une usine cyber pour pas traiter les vulnérabilités cas par cas, mais les traiter de manière intelligente avec du volume sans épuiser vos équipes. Ça, vous avez ce genre de problème, on vous apporte la solution. Et ça, comment ça fonctionne? Ça fonctionne à travers de nos méthodologies. On apporte toujours une solution à travers de la méthode. On choisit la bonne méthode. On crée même pour vous la bonne méthode pour résoudre le problème que vous avez et on applique ensuite la méthode. Enfin, dernière partie, tout ce qui est la partie audit, évaluation. C'est connaître l'état réel de votre situation cyber dans ce que vous créez. Comment on diagnostique, comment on audite aussi la partie organisation, technique avec des pen tests, etc. Typiquement, sur cette partie évaluation, c'est ça aussi qu'on va amener souvent dans le milieu de crise. Le milieu de crise, vous avez fini de restaurer, de contenir au plus juste l'attaque, il faut faire découvrir par quelle porte ils sont entrés, est-ce qu'ils n'ont pas laissé de porte dérobée, et surtout, quel est l'état réel de votre cybersécurité par rapport à ce que vous pensez. Et ça, on a développé des diagnostics flash qu'on peut faire en 2-3 semaines, sur lesquels on ouvre tous les placards, mais qui vont permettre de connaître l'état réel, et surtout derrière post-crise, de se dire, bon, d'accord, on avait tout ça, on est faible à ces endroits-là qui sont critiques, il faut à tout prix qu'on corrige rapidement, parce que sinon on sait qu'ils vont revenir. AGCG, c'est un réseau de partenaires de confiance. Vous avez accès maintenant à plus de 1600 experts répartis dans 7 pays.
Donc effectivement, c'était principalement en Europe et au Maghreb. Et maintenant, on a aussi, grâce à Skytech Congo et notre partenariat local fort, l'accès aussi à des ressources locales de Skytech Congo. Voilà. Sachant qu'effectivement, sur des gros besoins d'expertise qu'on fait souvent, c'est que parfois on a un bout d'expertise qui est Skytech Congo, ou parfois du tout, enfin ils n'ont pas forcément l'expertise, et nous, on se déplace, alors soit à distance, soit même on se déplace, on vient sur site pour résoudre votre problème. Donc également aussi, on est en capacité de faire autre chose que de la cyber. Hein. On fait du management de projet, de la partie R&D, architecture, du développement, des tests techniques dans les différents langages. On s'occupe aussi beaucoup de parties de production, parce que ça aussi c'est très intéressant d'amener là-dedans de la cyber. On parlait de SecOps, c'est là où on va faire aussi du lien avec les opérations, de l'administration système, surtout l'administration système aussi dans le cloud, dans les différents aspects. Et on a aussi la partie ingénierie réseau et télécom, puisque c'est aussi un élément très très important. Le réseau, ce n'est pas rien, c'est pas une personne, c'est quelque chose qui sous-tend tout le reste. Voilà pour la présentation rapidement de notre offre. Regardez, enfin tout simplement notre offre. Si jamais vous avez des envies, des problèmes particuliers auxquels vous discutez, je vous invite à ce qu'on prenne un rendez-vous, qu'on fasse une visioconférence et qu'on discute beaucoup plus votre besoin pour vous présenter qui on est et comment on peut répondre à vos problématiques, à vos enjeux, à vos défis. Merci beaucoup, Arnaud Godet. Du coup, comment on fait pour vous contacter? Quelle est la meilleure manière pour un DSI, un entrepreneur, un dirigeant d'une boîte qui vous suit maintenant de vous contacter? La meilleure manière de vous contacter, c'est laquelle? Alors, la meilleure manière, aller le site web, c'est plus un site, institutionnel. La meilleure manière, c'est de prendre effectivement nos coordonnées. Alors, si vous ne les avez pas, vous pouvez accéder au formulaire de contact du site web. Sinon, généralement, en fait, au travers de votre réseau, si vous avez entendu parler de nous, c'est vous permettrez qu'on mette votre numéro WhatsApp sur la vidéo, tout au long de la vidéo, quel est le contact que vous aimeriez qu'on affiche sur la vidéo pour faciliter le contact? Alors, sur la vidéo, pas forcément afficher des contacts, même si jamais on peut scanner le QR code qui est derrière moi, et il me semble que normalement, vous allez avoir mes coordonnées. J'aime pas forcément non plus totalement tout le temps les diffuser. Si jamais vous ne m'avez pas connu du tout, vous pouvez faire effectivement dans les commentaires de la vidéo, et dans ces cas-là, on pourra rentrer en message privé, discuter, et je vous donnerai nos coordonnées. Sinon, passez par notre site web, ou même peut-être passer par vous, pour une mise en relation. Vous avez bien écouté Monsieur Godet sur les différentes manières de le contacter. Donc, il vient de nous donner plus de 1h40, presque 2 heures de son temps, facturé très cher, pour nous déverser toute une masterclass de valeur ici. Donc, si vous voulez le contacter, il l'a dit, vous pouvez aller sur le site web, vous pouvez me contacter moi et je fais la mise en relation directement. Donc, si vous êtes chef d'entreprise, entrepreneur, DSI, RSI, vous voulez parler avec Monsieur Godet des questions qui concernent son cabinet, des questions professionnelles, n'hésitez pas, mettez vos commentaires, je vous passerai mes contacts pour que je puisse vous mettre en relation. J'avais juste 2 dernières questions qui me sont venues lorsque vous étiez en train de parler. Lorsqu'on est dans une banque, par exemple, et on a affaire à des partenaires, est-ce que c'est une bonne pratique de leur donner un VPN pour qu'ils puissent avoir accès depuis leur pays pour travailler, ou est-ce que c'est une méthode qui est dépassée et qu'il y a mieux actuellement? Alors, on pourrait vous parler quand vous arrivez dans le VPN. En fait, derrière le VPN, on met plusieurs choses. En fait, le VPN, c'est la création d'un tunnel. Soit on peut avoir un VPN point à point entre deux entreprises, et là, avec des barrières et des réglages qui font que les individus viennent se connecter au travers de cette liaison-là, qui finalement va faire une liaison site à site, de locaux à locaux. Soit on a un VPN individuel, c'est-à-dire que chacun se connecte individuellement par le VPN. Maintenant, avec l'essor du télétravail et autres, c'est souvent mieux de le faire, de passer par un VPN en direct des personnes, surtout ça permet très très vite de le couper, sauf si on a de grandes opérations en cours. Si jamais vous avez de l'échange de données ou des flux de données qui doivent passer en entreprise, il vaut mieux mettre un VPN point à point, ou liaison spécialisée, etc. Si jamais c'est juste pour faire travailler des individus, des consultants, vaut mieux souvent le VPN individuel, surtout dont vous avez la maîtrise, et si jamais on voit que le compte de la personne a des problèmes, on peut le couper. Alors que si jamais vous avez une liaison avec un partenaire, couper avec le partenaire est plus compliqué.
Et il n'y a pas forcément de meilleure méthode. Alors après, je pourrais vous parler, vous vendre du zéro trust, etc. Autre. Non. La méthode, c'est pourquoi j'ai mis ça en place, qu'est-ce qu'ils vont faire, quels accès je leur donne et comment je le conçois. Merci beaucoup. Quelle est donc votre conclusion par rapport à la transformation digitale du secteur financier en Afrique? Cyber-apocalypse ou révolution ou renaissance numérique? Je dirais les trois. Sachant qu'il n'y en a que deux qui ont été cités, parce que c'est volontaire. L'apocalypse, elle commence. On est dans les prémices. L'Afrique et l'Afrique centrale sont de plus en plus touchées. On l'a vu il y a quelques semaines maintenant, un article par Entropy qui a été diffusé, qui ont montré l'attaque détaillée faite principalement par une intelligence artificielle qui a créé du code, qui a fait des mouvements latéraux. Donc on sait qu'on a un compte à rebours d'ici à 2 à 3 ans qui est lancé, avant qu'il y ait des attaques complètement autonomes, à bas coût, qui puissent faire des attaques complexes, comme des humains. Donc ça, c'est un compte à rebours d'autant plus grave pour les banques, pour le secteur financier du Centrafrique, qui n'avait pas mis forcément tous les moyens en place aujourd'hui. Donc là, le compte à rebours est lancé et il ne va pas falloir prendre de retard, il va falloir agir vite, bien, avec, et là on arrive à la deuxième partie finalement, âge d'or, enfin finalement une capacité à faire, c'est pouvoir accélérer, sauter les étapes, prendre des méthodologies modernes, agiles, efficaces, en prenant en compte les leçons du passé. Donc ça, c'est les véritables forces et la chance, c'est que finalement il va y avoir beaucoup à construire, et comme il va y avoir énormément à construire et à faire, on va pouvoir accélérer, on va pouvoir sauter les étapes, on va même pouvoir, si j'ose dire, avoir un aspect cyber africain et pas simplement cyber global, cyber africain avec sa volonté, une doctrine propre et une façon de faire propre et qui sera, je l'espère, même meilleure que ce qu'on peut voir ailleurs dans la partie occidentale et asiatique. Excellent. Un mot de la fin? La cyber n'est pas une fatalité. Les cybermenaces, le cybercrime ne sont pas des fatalités. Ce sont des risques opérationnels qui doivent être traités comme tels. Et c'est pour ça qu'il est important que les DSI, les dirigeants, les métiers, les RSSI parlent tous le même langage, qui est le langage du métier. Arrêtons de faire de la cybertechnique, de croire que acheter un produit va vous résoudre votre problème, mais plutôt faire confiance à vos équipes, travailler sur la stratégie, travailler sur le pourquoi, le comment, le où et avec qui on met en place nos solutions cyber pour justement accélérer et être efficace et efficient. Et n'hésitez pas bien sûr à nous consulter parce que on est ravi de vous aider dans toutes ces étapes et je ne doute pas qu'on réussisse nous aussi à vous accompagner dans tous vos projets et vos enjeux cyber. C'était tout pour cette interview. J'espère que les DSI, les RSI ont suivi. Et si cette interview a été riche pour vous, n'oubliez pas de laisser un commentaire. S'il y a un aspect, vous pensez que Monsieur Godet n'a pas abordé, laissez un commentaire. Si vous voulez travailler avec son cabinet, essayez de me contacter. Mes contacts sont trouvables sur ma chaîne YouTube et sur tous mes réseaux sociaux. Contactez-moi pour que je vous mette en relation avec Monsieur Godet. Et si vous avez apprécié, parce que pour moi, personnellement, je suis du domaine, et ce qui s'est fait là a déjà presque une plus grande valeur que beaucoup d'événements que nous voyons ici en Afrique. Donc, si tu as aimé, fais-le savoir. Laisse un commentaire, partage la vidéo. Prends la vidéo. Si tu n'es pas DSI, tu travailles dans une entreprise, dans la direction des systèmes d'information, tu es informaticien, prends la vidéo, envoie à ton DSI et à tous les responsables de ton entreprise parce que il l'a dit au début, ce n'est pas une question que de DSI. C'est une question générale dans l'entreprise et donc je t'encourage à partager la vidéo. Encore une fois, merci beaucoup, Monsieur Arnaud Godet, d'avoir accepté mon invitation et d'avoir donné tout ce que vous avez donné, toute cette valeur que vous avez donnée. Je sais que c'est $10,000, hein, facilement $10,000. Vous venez d'investir dans cette interview 2 heures de temps. Ça coûte très cher. En tout cas, merci pour l'invitation. Pensez tous à mettre un like et à partager, mais également aussi n'hésitez pas à mettre vos commentaires, parce que bien sûr que je n'ai pas pu parler de tout, c'est impossible. Enfin, c'est un sujet qui prendrait des jours et des jours, enfin même plutôt des semaines et des semaines, si vous voulez ne serait-ce rien que parler de la moitié des choses. Donc,
N'hésitez pas non plus, hein, si vous voulez voir une prochaine vidéo, à mettre vos idées, à mettre les sujets que vous aimeriez voir en commentaire, parce que ne serait-ce que si on parle de l'IA dans la cybersécurité, on a de quoi faire des vidéos, plusieurs vidéos sur le sujet. Donc n'hésitez pas non plus à l'aider, à soutenir sa chaîne. Un commentaire, un partage, ça ne coûte rien, ainsi qu'un like, et ça l'aidera aussi beaucoup. Encore merci aussi pour cette invitation, et aussi pour ce beau projet, en fait, finalement, qui est de vouloir essayer d'aider à vulgariser ce genre de choses, et à l'amener au grand public, ce qui est aussi important, parce que c'est aussi grâce à ça que la cyber sort des larmes, se fait connaître, se démystifie. Je ne suis pas quelqu'un avec une capuche, oui j'ai des lunettes, mais voilà, l'image d'Épinal avec les hackers et autres s'arrête. Merci beaucoup, je serais heureux de vous revoir encore, de parler encore avec vous, en tout cas si possible. Si le besoin vient de vous, n'hésitez pas, ma porte sera toujours ouverte et je serai toujours ravi, comme vous l'avez dit, de vous revoir sur ce plateau et de parler d'un autre sujet ou d'un autre aspect du même sujet, parce que comme vous l'avez dit, c'est un sujet vaste. Donc, merci beaucoup encore une fois et bon retour en France, c'est ça? Oui, on part le lundi, le 1er décembre. Super. Alors, bon voyage et merci d'être passé au Congo. Nous espérons vous retrouver l'année prochaine, peut-être lors du forum ou lors d'autres occasions. A priori, je devrais revenir beaucoup plus tôt que ça. Parce que, enfin, comme pour tout. Enfin, on a des clients qui commencent à avoir aussi des aspects, enfin, réguliers, des problématiques complexes. Et parfois, dans certaines des problématiques, c'est moi qui suis le meilleur expert, donc c'est comme pour tout. On peut faire beaucoup de choses à distance, mais souvent, on parlait de l'humain et du contact humain dans la résolution de problèmes, dans la crise. On aime bien se dire, ok, il est là en face de moi, j'ai plus confiance. Ce qui ne change rien dans le fait qu'on ferait tout à fait le même travail en étant à Paris, à Lisbonne, à New York, mais le contact humain, la confiance est quelque chose aussi d'important, ça rassure. Très important le contact humain et surtout, j'aimerais dire que le Congo est peut-être chanceux puisqu'apparemment Monsieur Godet est prêt à revenir tout le temps pour nous aider à apporter sa pierre à l'édifice dans la construction sécurisée ou bien dans la construction d'une infrastructure sécurisée digitale en Afrique. Encore merci à vous et à votre équipe. Merci à vous et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.